bien-être en général. Et le but, c'est de vous apporter des trucs et astuces que vous pouvez appliquer dans votre quotidien. Parce que parfois, quand on a envie de prendre soin de soi, on a l'impression de bien faire et ça ne marche pas. Ou alors, on ne sait pas par où commencer. Et là, donc avec un peu cette méthode, on sent qu'il y avait de la maîtresse quand même en moi, du 20 sur 20. C'est-à-dire que, comme pour les enfants, avoir 20 sur 20, c'est génial. Mais si on n'a pas 20, c'est pas grave. Et c'est surtout progresser par rapport à soi. Donc, dans le petit livret, c'est ce qu'on va voir tout le long, vous avez les 20 sur 20 des 4 piliers. Donc ça, je vous expliquerai au fur et à mesure. Et je vous expliquerai aussi le fonctionnement de ma méthode, pourquoi elle permet de progresser, pourquoi elle permet de voir là où on a des difficultés. Et des fois, on a des surprises. Soit c'est des choses très simples et on n'y avait pas pensé, soit c'est des choses un peu plus profondes, et là, ça demande un autre travail. Mais en tout cas, on sait bien mieux ce qu'on doit travailler. Si vous avez des questions en cours de chemin ou autre, n'hésitez pas à vous lever la main. C'est la notion, alors avec mon super accent anglais, d'empowerment. Voilà. C'est en fait, on n'arrive pas à trouver la traduction en français, mais c'est quelque chose qui devient très à la mode et dans l'éducation thérapeutique des patients, quelle que soit la maladie, le problème dans les entreprises. Et c'est qu'on s'est rendu compte que quand les gens avaient la connaissance et la compréhension, ils réussissaient beaucoup mieux à prendre soin d'eux. Donc en fait, c'est ça ma démarche, et c'est pour ça que je voulais le mettre. Donc c'est retrouver du pouvoir sur votre vie, ça veut dire, parce qu'aujourd'hui on a des injonctions qui tombent de tous les côtés, donc on a toujours l'impression de se faire mal, de faire trop, etc. Mais si vous comprenez les choses, vous pouvez choisir ce qui est bon pour vous. C'est atteindre vos objectifs bien-être, penser de manière positive aussi, et sans culpabilité, sans voir tout ce qui ne fonctionne pas, mais voir aussi ce qui fonctionne. Changer sans développer de troubles du comportement, apprendre pour mieux comprendre, évoluer en fonction de vos spécificités, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une méthode magique qui marche pour tout le monde, sinon on saurait, mais c'est vraiment adaptable et ça doit être adapté pour chaque personne parce qu'on est tous différents, on n'aime pas les mêmes choses, on n'a pas les mêmes rythmes, on ne vit pas de la même façon, pour que ce soit durable dans le temps. Donc c'est un mot là, le empowerment, que vous risquez de voir assez souvent parce qu'il est utilisé dans le domaine médical, dans le domaine de l'entreprise, parce qu'on réalise vraiment que les gens ne peuvent pas juste appliquer quelque chose s'ils n'ont pas compris ce que c'était et pourquoi c'était bon pour eux. Juste là pour rappel, donc soit ceux qui étaient là la dernière fois, soit si les autres le savent, quels sont les 4 piliers et quels sont les 4 gardiens. Il y en a qui étaient là, je les ai reconnus, c'est déjà oublié. Les 4 piliers du bien-être, c'est-à-dire ces 4 piliers, c'est les 4 pieds de votre table du bien-être. Si vous ne travaillez pas ces 4 piliers, vous ne pourrez pas réussir à votre projet bien-être en fait. C'est-à-dire que même si c'est pour travailler votre bien-être alimentaire, il faut travailler le reste aussi. Bon, je vous donne la réponse. Ça, c'est chez les gardiens. Voilà, les 4 gardiens de l'alimentation. C'est bien mémorisé. Le plaisir. L'activité physique. Dans les piliers, les 4 piliers de votre bien-être. Le sommeil. Il y en manque 2. L'alimentation. L'activité physique, le sommeil. Et le dernier. Pourquoi est-ce qu'on mange mal? La gestion émotionnelle. Quand on craque en général. Donc voilà vos 4 piliers, c'est-à-dire que quand on entame un bien-être alimentaire ou général, mais même si c'est que alimentaire, on est obligé de travailler les 4 pieds de votre table en fait. Parce que s'il y en a un qui ne fonctionne pas, ça ne marche pas. Et c'est souvent pour ça d'ailleurs que quand on veut prendre soin de soi, si on ne touche qu'au contenu de son assiette, ça ne peut pas marcher parce que tout est lié. Donc là on va le revoir vraiment de façon très rapide. Mais la dernière fois, c'est ce que j'expliquais entre les hormones, les messages du cerveau, etc. Tout est lié et on ne peut pas toucher un domaine sans toucher les autres, si on veut avoir des résultats qui durent dans le temps. Donc vous avez la gestion émotionnelle, le sommeil, l'activité physique et l'alimentation. Alors en effet, on se dit que c'est beaucoup plus facile de changer le contenu de son assiette
que d'aller au lit et de se dire là maintenant tu dors pendant 7 heures, etc. On commande beaucoup moins que le contenu de son assiette. Dans votre alimentation, vous avez 4 gardiens en vous. Et il faut être en paix avec ces 4 gardiens si vous voulez éviter les compulsions alimentaires, tout ce qui est problème alimentaire. Il faut que ces 4 gardiens soient OK, que vous ayez validé. Là, vous avez le premier gardien. Donc, là, si vous cochez tous ces points, voilà, dans votre alimentation, le but, c'est de cocher chaque point que vous savez déjà faire. Et tout de suite, ça va vous montrer là où sont vos points faibles. Et ce que vous cochez, c'est là où sont vos points forts, justement. Donc, le gardien médecin, c'est n'exclure aucune famille d'aliments. S'il y a des intolérances ou des goûts, des particularités, vous pouvez enlever des aliments, mais pas de famille d'aliments. Donc les glucides, les lipides, les protéines, parce que parfois il y a des gens qui suivent des régimes miracles, donc ça aussi, la science l'a bien prouvé, ça n'existe pas et ça ne marche pas. Où on dit enlevez tous les féculents et vous allez perdre du poids. Donc vraiment, on perd du poids, mais c'est une catastrophe pour le corps. Donc on se fait plus de mal que de bien. Donc s'il y a des aliments que vous voulez enlever, c'est pour X raisons, faites-le, mais n'enlevez pas une famille entière d'aliments. Parfois aussi, il y a des gens qui enlèvent tout le gras, et le gras est super important pour vos cellules, pour votre construction, pour vos hormones, pour un milliard de choses. Évitez les excès, ni trop sucré, ni trop salé, ni trop gras. C'est vraiment le trop qui fait du mal. Il n'y a pas d'aliment poison, ça n'existe pas, à moins de prendre un poison, mais voilà, le chocolat n'est pas un aliment poison, bien au contraire. Voilà, le beurre n'est pas un aliment poison, le sucre non plus. C'est quand on en mange trop que ça fait du mal. Respectez l'assiette idéale, donc je vous la montrerai après. Boire suffisamment d'eau chaque jour, parce qu'on est quand même constitué de beaucoup d'eau. Donc si ça manque d'eau, on bloque tout le fonctionnement du corps. Parce que votre corps fonctionne très bien en temps normal. C'est juste magique ce qu'il est capable de faire. Et on ne réalise pas forcément tout ce qu'il est capable de créer. Sauf que quand on le dérègle, il ne fonctionne plus. Manger varié en favorisant une alimentation saison et locale. Et si possible, cuisiner quand on y arrive. Ce n'est pas trop mon cas. Donc ça, c'est l'autre gardien, le gardien comptable. Donc celui-là, c'est pareil dans vous. Si vous ne lui donnez pas assez de calories, lui, ce qu'il a enregistré, qui est votre nombre de calories pour vivre, si vous ne lui donnez pas, il n'est pas content, il réclame. Et c'est là qu'il y a les compulsions qui arrivent. Donc, c'est connaître vos besoins caloriques en fonction de votre métabolisme. Ici, dans la salle, on est tous différents. C'est-à-dire que si on doit regarder combien de calories on brûle chaque jour au minimum, on est tous différents. Si on fait du sport, si on ne fait pas de sport, si on est un homme, si on est une femme, si on a toujours eu un tempérament être très mince ou être plus en surpoids, etc. Donc, à vous de voir. Votre métabolisme, c'est celui qui fait que quand vous mangez d'une certaine façon, vous ne grossissez pas et vous ne mincissez pas. C'est ça vos besoins. Il faut rester au plus proche de ça. Et là, parce que, en fait, voilà, je le répète, c'est que c'est là-dedans, en fait, ça s'appelle le noyau arqué, donc c'est chimique, c'est prouvé, et il a comme fonction de vraiment compter les calories énergétiques qu'on lui apporte. C'est pour ça que quand on est en régime et qu'on ne mange pas assez, ou quand on est dépressif, stressé ou autre et qu'on ne mange pas assez, il se met en alerte. Et dès qu'on va manger derrière, ben, il va stocker. Donc si on mange trop, il se met en alerte, il stocke. Si on ne mange pas assez, il se met en alerte, il stocke. Donc en fait, dans les deux cas, il stocke. Adaptez vos apports caloriques en fonction de votre activité physique. Donc on est bien d'accord, si on fait beaucoup de sport ou si on n'en fait pas, on ne peut pas manger la même chose. Donc si pendant un moment vous faites beaucoup de sport, vous allez avoir plus de besoins caloriques. Si vous êtes blessé et que vous arrêtez, ben, il faudra manger moins. Et ça, bah, souvent, on n'y pense pas et on ne comprend pas pourquoi on a pris du poids d'un coup. Donc, mangez suffisamment de calories avec une marge de 5% en plus ou en moins. Donc ça, vous ne le calculez pas forcément, mais c'est surtout pour vous dire que si, par exemple, vous êtes dans un processus de perte de poids, si vous mangez 5% de moins, à peu près, donc c'est-à-dire un tout petit peu moins, lui, il ne se met pas en alerte. C'est-à-dire que chimiquement, il ne donne aucun signal d'alerte. Et c'est pour ça qu'on dit, quand on veut perdre du poids, il faut y aller doucement, parce qu'on le trompe uniquement de cette façon. C'est-à-dire quand on descend en poids tout doucement, il ne s'en rend pas compte et il ne met aucune alerte en route. Donc voilà, donc c'est plus ou moins 5%. C'est pour ça que quand vous avez votre poids de base,
Si vous faites un écart, par exemple un soir, vous n'allez pas prendre 2 kilos. Et si vous mangez moins un jour, vous n'allez pas non plus en perdre. C'est-à-dire que si vous êtes proche de ce que vous mangez d'habitude, votre corps il sait gérer. Mais quand vous descendez trop, c'est-à-dire que vous êtes habitué à 1800 calories à la journée, vous vous mettez à manger 1200 comme dans de très très nombreux régimes, lui il se met tout le temps en alerte. Et c'est pour ça qu'il y a des compulsions alimentaires et tout plein de dérèglements qui se créent en fait. Et une fois que vous avez votre poids que vous voulez avoir, si vous êtes en perte de poids, il faut le garder 9 mois pour que pour lui, ce soit votre nouveau poids de forme. C'est-à-dire que si, par exemple, vous avez pris du poids suite à une grossesse, on va dire, et que vous avez gardé votre poids, puis plus de 9 mois, pour votre corps, c'est votre nouveau poids. Donc si vous avez pris 10 kilos à une grossesse, il vaut mieux les perdre tout de suite, parce que sinon, votre corps, au bout de 9 mois, il le reprogramme comme étant son nouveau poids. Ou si vous avez perdu du poids, il faut maintenir pendant 9 mois pour que pour votre corps, ce soit son nouveau poids. Et du coup, il vous fera moins payer les écarts. C'est à peu près clair ? Et après, manger des portions adaptées à votre faim et à vos besoins. Ça aussi, c'est tout un travail de se recentrer sur soi, de s'écouter. Si le soir, vous n'avez pas faim, réduisez les assiettes. Si vous avez vraiment faim, mangez à votre faim, parce que sinon, après, ça va vous obséder toute la journée. Et ça, c'est vraiment un travail d'observation sur vous. Lui, c'est le gardien messager. Donc, c'est dans l'hypothalamus, par ici. Et c'est plein de signaux chimiques. Donc, c'est une vraie usine là-dedans. Ça circule, ça tourne. Vous n'imaginez même pas tous les signaux qui se passent. C'est pour ça que quand on dit c'est parce qu'on n'a pas de volonté qu'on n'y arrive pas, c'est complètement faux. C'est pas une histoire de volonté. Même les chercheurs aujourd'hui n'arrivent pas à trouver exactement sur quoi agir, tellement c'est complexe et ça agit sur plein de choses. Donc là, en gros, c'est manger suffisamment et mâcher suffisamment et manger solide. Parce que quand vous mâchez, ça commence à envoyer des messages au cerveau de satiété. Donc pour dire j'ai plus faim. C'est-à-dire que si on se fait des régimes de soupe, c'est un peu catastrophique pour votre cerveau. Et quand vous mâchez, donc dans la salive, il y a plein de choses déjà qui se passent. La digestion, l'absorption des nutriments se facilite, etc. Et si vous mâchez bien et que vous mangez doucement, il faut 20 minutes en gros pour que tous les signaux de faim arrivent au cerveau. Donc il faut que votre repas dure 20 minutes. C'est vraiment l'idéal. Si ça ne dure pas 20 minutes, essayez de manger des choses un peu plus dures. Il y a des aliments, vraiment quand on les mange, quand on les mâche, à la fin on n'en peut plus. C'est-à-dire vous croquez des carottes comme ça va vite vous fatiguer la mâchoire et ça va vite vous rassasier. Donc essayez de mâcher solide. Connaître et écouter ces signaux de satiété. Alors ça c'est pareil, quand vous cochez, ça peut être un gros point noir chez vous. C'est-à-dire que je suis sûre qu'ici, il y en a qui vont dire « moi j'ai jamais faim ». Moi quand je mange, je suis jamais rassasiée. Il y en a ou pas? Non? Ah si, quand même. Parce que je suis cool sinon. Mais parce que des fois, quand on doit au travail et qu'il faut manger en 20 minutes, et ben on n'écoute plus ces signaux de faim. Parce que quand il y a les enfants et qu'il faut faire ça, on n'écoute plus ces signaux de faim. Parce que quand on va mal mentalement, ça coupe complètement les signaux de faim, ou alors ça les augmente. Il y a 4 milliards de raisons qui dérèglent ça. Plus après, si on rajoute toute votre histoire familiale, des fois c'est aussi toute une histoire qui a tout déréglé. Donc c'est aussi important, quand vous cochez, si ça ne fonctionne pas, là, c'est de se dire, voilà, je sais ce qu'il faut que je travaille. Donc c'est reprendre l'habitude de travailler ça. Et donc manger en 20 minutes et puis le gardien gourmand, donc le plaisir. Parce que ça, c'est pareil, c'est votre système de récompense dans votre tête. Si vous ne le satisfaisez pas, ça crée de la compulsion alimentaire. C'est un gardien, vous devez être en paix avec ce gardien. On ne peut pas réussir un bien-être si on n'a pas de plaisir dans ce qu'on mange. C'est pour ça que si on suit des menus tout faits de quelqu'un d'autre et qu'on n'aime pas ce qu'on mange, ça ne marche pas. Vous devez avoir cette zone de plaisir qui est stimulée. Donc si vous mangez avec des gens désagréables et que vous êtes à bout de nerfs tout le long du repas, lui, il ne va pas être content et il va vous secouer à chaque fois. C'est-à-dire que si ce gardien, il n'est pas satisfait, il va vous réveiller avec donne-moi du sucre, parce que c'est à peu près tout donne-moi du sucre. Le message du cerveau ne se casse pas la tête. Le cerveau, il fonctionne avec du sucre. Quel que soit le problème, c'est donne-moi du sucre. Ou du fromage et du saucisson en général. Ou les deux. Là, c'est plus compliqué. Donc, mangez calme.
détendu et dans de bonnes conditions. Vraiment, ne sous-estimez pas, hein. C'est-à-dire, ouais, j'ai pas précisé, mais tout ce que je vous mets, en fait, c'est une synthèse de tout ce qu'on a observé dans la science ou dans des recherches cliniques ou autres. C'est-à-dire que quand c'est marqué manger calme, détendu et dans de bonnes conditions, c'est pas juste pour la forme, c'est qu'il y a plein de choses chimiques qui se passent dans votre cerveau et que cette zone de plaisir, en fait, elle n'est pas satisfaite. Et si elle n'est pas satisfaite, eh ben, elle va vous le réclamer parce que elle fait beaucoup de mal, en fait, cette zone de récompense. C'est le système de récompense. Donc, chaque chose, c'est parce qu'on a observé dans la science que ça crée du trouble chez l'humain. Donc, manger en conscience, en savourant et avec tous ses sens. Si vous prenez le temps de bien manger, donc voilà, ça aide aussi. Manger sans culpabilité. Même quand vous avez craqué, vous dites c'est pas bien, etc., ne mangez pas avec culpabilité, ça ne sert à rien. Appréciez quand vous craquez, parce qu'automatiquement, vous allez moins manger au repas d'après, moins de calories. Pas tous les jours, pas 4 fois par jour, on est bien d'accord. Ou alors vous le faites en attendant de traiter le problème. Mais si vous culpabilisez derrière, votre cerveau n'a pas enregistré. C'est-à-dire que c'est pareil, ça a été prouvé chimiquement. Si on culpabilise et qu'on n'a pas savouré son craquage ou le gâteau d'anniversaire en famille ou autre, le système de récompense n'est pas stimulé et du coup, il va vous réclamer, Et du coup, vous allez manger 4 fois plus de chocolat que quelqu'un d'autre et ça ne marchera pas. Petit rappel de l'assiette idéale. Là, c'est moitié légumes, un quart protéines, un quart féculents. Après, il y a les légumineuses. Soit vous les mettez à la place des protéines, donc si vous voulez diminuer votre quantité de viande, vous voulez manger moins de viande ou pas manger le soir ou pas du tout, donc vous mettez les légumineuses à la place des protéines, parce que l'idéal c'est que ce soit avec les féculents pour avoir toutes les protéines, soit alors vous remplacez les féculents par les légumineuses, parce que ça aide à la perte de poids. Ça c'est pour limiter un peu la quantité de sucre mangé dans le repas. Donc c'est vraiment au choix, c'est ce que vous avez. Et à côté, produits laitiers, matière grasse. Donc la matière grasse, elle peut être inclue dans votre repas, les produits laitiers aussi, et de l'eau. Et donc avec l'activité physique modérée. C'est-à-dire que si vous bougez vraiment beaucoup, c'est plutôt un tiers légumes et un tiers de chaque en fait. Ça c'est pour ceux qui ne bougent pas trop. C'est un idéal. Tout ce que je vais vous dire, ce sont des idéaux. Donc on a toute la vie pour y arriver. Des fois on est bon, des fois moins bon, mais ne vous mettez pas de pression non plus. Alors ça vous l'avez, mais vous sans les couleurs, parce que je n'ai pas réussi à mettre avec les couleurs. C'est le tableau de la semaine. Donc là c'est vraiment quelque chose de pratico-pratique. C'est quand on a du mal à savoir si on a bien mangé. Voilà, c'est un tableau à utiliser. C'est pareil, ça peut paraître laborieux, mais c'est pas utilisé tout le temps. C'est si vous n'êtes pas sûr du contenu de vos repas, ou pour préparer, vous mettez ça quelque part dans votre cuisine, et vous devez avoir rempli chaque case pour avoir un repas complet. Après, vous n'êtes pas obligé de tout manger sur le même repas. Vous pouvez, par exemple, si vous avez plus faim pour le dessert, vous pouvez le garder pour le goûter. Mais n'empêche que ça vous permet de vérifier que vous mangez de tout. Parce que si vous manque des nutriments, si vous manque des choses, vous déréglez votre corps, qui va dérégler le sommeil, qui va dérégler la gestion émotionnelle, etc. Juste parce que vous avez, par exemple, si vous ne mangez pas assez de protéines, vous avez manqué de tryptophane. Le tryptophane, c'est un truc qui aide à faire de la sérotonine. La sérotonine, c'est l'hormone qui fait que vous êtes heureux. Donc vous voyez, juste de ne pas manger de protéines, eh ben, on peut avoir des comportements dépressifs derrière. Et on ne va jamais se dire que c'est parce qu'on ne mange pas assez de protéines. Donc, le contenu de votre assiette est important. Et le tryptophane, c'est ce qui aide aussi à fabriquer la mélatonine pour dormir. Donc si je n'ai pas mangé mes protéines un peu le soir, ça ne veut pas dire des quantités de viande. La protéine, ça ne veut pas dire viande. Vous verrez dans le livret, il y a des protéines. Mais une carence peut faire de la fatigue, peut faire qu'on a une mauvaise gestion hormonale, peut faire des douleurs, peut faire des problèmes articulaires, etc. Donc là, ça vous permet en fait de checker. Vous pouvez même juste mettre une croix. Ça gelait, ça gelait, ça gelait. Alors la source d'oméga 3, je l'ai mise, mais là, l'Institut Pasteur de Nutrition de Lille dit que si on mange un poisson gras par semaine, on a notre dose pour la semaine. Donc si vous mangez une fois du maquereau, du saumon ou des sardines dans la semaine, maintenant, voilà, c'est... Oui, si on peut enlever l'huile de la sardine à l'huile, c'est pas mal. Ou alors c'est un repas festif, on sait. Parce que ça s'appelle poisson gras, c'est pas pour rien.
C'est déjà gras tout seul. Voilà. Après, s'il y a de l'huile, voilà, disons qu'on le sait, que si on mange la sardine avec l'huile, on sait que là, on va marcher derrière. Donc voilà, donc, ce que je vous dis, c'est valable aujourd'hui, l'état de la science, mais ça peut changer. Vous voyez, les sources d'oméga 3 une fois par semaine, ça fait pas très longtemps qu'ils sont en train de dire ça, si on mange dans les poissons gras. Là, c'est pareil, donc les mis dans le livret, mais c'est pour vous expliquer. Très souvent, les gens ne savent pas comment composer le petit déjeuner. Et si vous commencez avec un petit déjeuner très sucré, vous allez presque bousiller votre journée, en fait, derrière. C'est-à-dire que c'est la cata. Honnêtement, voilà, il faut dire ce qu'il y a. Quand on commence avec un petit déjeuner sucré, vous avez déjà tout déréglé d'entrée de jeu. Et des fois, eh ben c'est ça, on se dit, mais je comprends pas, je mange bien, je fais du sport, etc. Sauf que vous faites monter la glycémie, vous faites des réserves, etc. Les protéines, ça pour... donc, alors c'est pareil, hein, c'est pas dans le trop, jamais. Mais c'est souvent parce que les protéines au petit déjeuner, on les oublie. Donc là, vous pouvez choisir un de chaque. C'est plein d'idées que j'ai mis par ligne. C'est-à-dire, voilà, vous ne savez pas quoi manger au petit déjeuner. Vous dites, je prends un glucide complexe, une source de protéines, une portion de fruits, une boisson non sucrée et source de lipides. Donc, alors là, j'ai mis en rouge parce que je m'étais loupée, en fait. 2 cuillères à soupe de cacao amer. C'est absolument pas une source de gras parce qu'il n'y a pas de gras, en fait, dedans. Donc il vaut mieux prendre une bonne pâte à tartiner au chocolat si vous avez envie du côté chocolat, en fait. Et donc ça, le système du tableau, ça vous parle? Niveau petit-déj, vous êtes au taquet ou pas? Pain de beurre, confiture, souvent c'est très, très français. Il y en a qui mangent jambon, fromage, des œufs, bacon, quelques-uns. C'est quand même mieux salé, des fruits. Alors après, si on n'a pas faim, on ne se force pas non plus. Hein. Ce qui est mauvais, vraiment, ce qui est mauvais au petit déjeuner, c'est quand c'est très très sucré. Si on mange 4 fruits, c'est pas bon. Si on en mange un, c'est bon. Si on se mange les céréales du commerce là, qui sont vendues très sucrées, c'est comme si vous mangiez du sucre à la cuillère, c'est exactement la même chose. Pareil pour les enfants, quand on leur donne des céréales soufflées, donnez-leur du sucre à la cuillère, c'est exactement pareil. Si c'est marqué blé complet, c'est juste pour donner bonne conscience aux parents, mais c'est exactement du sucre en poudre. Plus c'est soufflé, plus c'est déjà digéré, et c'est des glucides. C'est-à-dire tout ce qui est soufflé, vous mangez, c'est du sucre dans votre sang. Et ça fait monter les pics de glycémie. Et ça pourrait être une conférence à elle toute seule, hein, la glycémie. En fait, les pics de glycémie, c'est les pics de sucre. Et alors ça, c'est vos humeurs, c'est la prise de poids, c'est le diabète, c'est la cataracte en gros. Vous faites... enfin, vous êtes déjà condamné, mais pas loin. Donc ça, c'est pareil, c'est la suite du tableau. C'est pareil, alors là, j'y pense, l'avocat. On y va mollo hein, avec l'avocat. C'est très bon. En général, tout ce qui est bien aliment plaisir, c'est dans le très bon. Hein, parce que, vous savez pourquoi le gras, on aime ça? Ou le sucre? Chimiquement, en fait, le corps, il sait ce qu'il fait. Hein. Non, mais au niveau du goût, en fait, c'est parce que tout ce qui est saveur, les molécules organoleptiques, voilà, tout ce qui est saveur, c'est dans le gras. C'est ce qui enveloppe les saveurs et c'est ce qui fait qu'on les sent, c'est chimique. C'est-à-dire qu'en effet, si on met du gras tout de suite, on verra que ça a plus de goût, c'est meilleur, etc. Mais c'est ce qui garde les saveurs. Et le sucre, c'est parce que le cerveau, il se nourrit de sucre. Donc à chaque fois qu'on lui donne du sucre, la zone de récompense, elle clignote très très fort. Ça pourrait être tous les jours. Il faut juste compter que c'est ta dose de gras. Voilà. Une moitié. Parce que c'est pareil, c'est bon, ça se mange tout seul, l'avocat. Hein. Puis ça n'a pas trop de goût, puis on se dit, voilà, comme je disais, c'était la mode des avocats, donc on se dit, c'est sain, c'est bon, j'en mange. Mais c'est du gras quand même, l'avocat, même si c'est vert. Parce qu'il faut se méfier aussi de la couleur, hein. C'est pas du brocoli, l'avocat. Donc, on peut tout manger tous les jours. On peut manger un gâteau au chocolat tous les jours si on a envie. Mais il faut compter que c'est sa dose de sucre, que c'est sa dose de gras, que si on mange du sucre, il faut bouger derrière, on le verra en sport. Donc, on ne grossit pas parce qu'on mange un gâteau au chocolat tous les jours. On grossit parce qu'on mange plus que ce qu'on bouge. Donc après, si on se fait 5 km à pied en marche rapide après le gâteau au chocolat, on ne change pas de poids. Vous voyez, c'est pas ce qu'on mange le problème, c'est ce qu'on en fait. Alors ça, c'est juste rapidement pour vous parler du Nutri-Score. Ça peut vous aider.
Mais attention, c'est pas genre c'est C, D ou E, j'achète pas, si c'est A ou B, j'achète. C'est plus subtil que ça. Si vous achetez du beurre, vous savez que c'est du beurre. C'est comme quand on met l'application, vous savez, c'est pas bon. Enfin, ça explose en score. C'est vraiment là, voilà, là c'était bien expliqué. C'est-à-dire que si vous devez choisir entre deux produits identiques, donc, ou deux plats préparés, c'est là que ça a son intérêt en fait. Quand c'est pas des plats transformés, il n'y a pas besoin de regarder le Nutri-Score, hein, c'est direct, voilà, quand c'est non transformé, c'est du bon produit, plus c'est naturel, plus on peut les manger. Mais c'est quand c'est du produit transformé, que ce soit du jambon, des céréales, un plat cuisiné, là c'est important, vous prenez la meilleure lettre, parce que c'est le même produit en fait. Des questions? C'est soit c'est parce que je suis très claire, soit parce que vous dormez. Je ne peux pas savoir. J'en avais une tout à l'heure par rapport au PDD pour le jus de fruits. Vous mettiez un petit verre de jus de fruits. Ça ne le fait pas tous les jours. Alors, un petit verre, moi je vous mets l'idéal. Hein. L'idéal, voilà, c'est pour faire du sans faute. Après, on fait comme on peut. Un petit verre de pur jus. Alors, c'est vraiment, vous avez dû déjà l'entendre parce qu'on explique souvent pourquoi les jus de fruits sont pas bons, même si on prend du 100%. Alors, c'est parce que déjà, on a enlevé les fibres. Et si vous pressez des oranges, en fait, il vous en faut 4 pour avoir un verre comme ça. Et il vous faut 4 secondes pour le renverser de la bouteille. Vous voyez ? Ça viendra à l'idée de personne de manger 4 oranges au petit déjeuner. Pourtant, vous les buvez dans un verre. Il y a les mêmes calories et ça reste quand même du sucre. Mais du sucre dans le fruit, c'est meilleur que du sucre dans un verre. Le jus de pomme, c'est pareil. Ou le jus de raisin, c'est de l'eau et du sucre, hein, le jus de raisin. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en boire si c'est un plaisir que vous avez, mais le jour où vous buvez le jus d'orange le matin, comme c'est sucré, il faut couper avec des protéines, voilà, ou des fibres. Et en fait, on les enlève quand on les enlève du fruit. Mais si vous mangez ça avec des tranches de jambon ou un morceau de fromage, ça limite les dégâts. Mais quand on prend jus de fruits et des gâteaux, alors là c'est pareil, manger du sucre à la cuillère, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire, ne pensez pas bien manger quand vous avez votre jus de fruits et vos gâteaux. Dites-vous, là, ce matin, je mange du sucre à la cuillère. C'est pareil. Ça va vous calmer en général. Normalement. Alors ça, c'est ce que vous avez, mais qui est complètement illisible dans le document. Voilà. Mais vous le retrouvez sur Internet. Ça, je l'ai dit, c'est vraiment pour vous dire qu'on est revenu des injonctions alimentaires. Parce que toutes les études sociologiques le montrent maintenant. Ça ne marche pas. Les gens ont besoin de souplesse. On ne peut pas être fort et bon partout, on a besoin de souplesse. Donc ça, c'est les recommandations nationales. C'est pour vous dire, allez vers. Donc, progressez. En gros, le message, c'est ça. Progressez. Ne cherchez pas à être parfait, mais progressez. Allez plus vers les légumineuses, les légumes secs, les fruits et les légumes, frais surgelés en conserve. Tout est valable tant qu'il n'y a pas d'additifs de sauce ou autre. Mais ne vous dites pas, ah ben non, moi je veux manger que des légumes frais, c'est meilleur la conserve. Si vous mangez des légumes, c'est déjà bien. Après, c'est une autre étape de les manger sortis du champ. Mais déjà, si vous mangez des légumes alors que vous n'en mangez pas, c'est déjà bien. Donc voilà, ça, vous le retrouverez sur Internet, c'est surtout aller vers. Là, je vous laisserai le regarder chez vous. Alors, je vais mettre en ligne la première conférence qui expliquait mieux tout ça, donc pour ne pas la répéter, parce que en fait, j'ai cru que j'avais fait court, mais pas du tout. C'est normalement assez simple à cocher ou à la maison et à regarder. Et c'est vraiment, il y a 20 points à chaque fois. C'est-à-dire que si vous avez 20 sur 20, c'est top, vous êtes tip-top niveau alimentaire. Si vous avez 5 sur 20, c'est qu'il y a du boulot. Si vous avez 17, c'est que c'est déjà pas mal. Mais surtout, voilà, ça vous permet de voir où vous vous situez. Donc soyez honnête avec vous-même, c'est pas du jugement, c'est pas je suis trop nul, etc. On est tous nuls dans quelque chose et on est tous bons dans quelque chose. Donc là, c'est juste pour voir où est-ce que vous coincez, surtout. C'est de se dire, manger seul ou entouré de personnes plaisantes, si vous ne pouvez pas le cocher, c'est dire, mais en fait, je comprends maintenant pourquoi je suis tout le temps stressée et que derrière j'ai des envies de sucre quand je mange au travail. C'est qu'en fait, je supporte pas ma collègue. Oui, mais je vous assure que ça peut être juste ça. Des fois, ce n'est pas des grands chantiers. Parce qu'au moment où vous mangez, et ce que je vous dis, je le répète, c'est des choses tirées de la science. C'est-à-dire qu'on a vu que quand on mangeait à côté de quelqu'un qu'on a juste envie de tuer ou qui nous stresse, on fabrique du cortisol. Le cortisol vous fait stocker
vous créez des envies de sucre ou des envies de meurtre, selon. Mais aussi, le cortisol, c'est l'hormone du stress. Donc en fait, et quand vous créez ça tous les jours, par exemple, donc je parle du boulot parce que des fois on passe la journée au boulot et c'est là que ça se passe. Mais n'empêche que tous les jours, quand vous créez ce cortisol, vous déréglez complètement votre foie et la régulation du sucre. Et il y a des gens, et c'est véridique, qui ont eu du diabète de type 2, non pas à cause de leur alimentation, mais à cause du stress. Parce que ça lâche l'insuline et ça dérègle la glycémie. Donc ne sous-estimez pas vos conditions humaines. Oui. Comment connaître ces besoins caloriques et correspondant à Alors pour connaître ses besoins caloriques, il y a des applications sur internet où on rentre sa taille, son poids, son activité physique, etc. Donc on trouve dessus en fait. Voilà, et ça donne plus ou moins selon l'activité qu'on a. Donc on revient aux 4 piliers. Donc là on vient de faire l'alimentation. Les émotions, c'est vraiment pas rien. C'est-à-dire que toutes les compulsions alimentaires viennent de la gestion des émotions. Le stress vient de la gestion des émotions. Et c'est un gros chantier. Souvent dans les groupes d'alimentation émotionnelle que je fais, c'est vraiment ça qui pêche chez les gens. C'est-à-dire qu'en général, on sait bien manger. Voilà, si je vous donne une assiette type, vous êtes capable de me dire si c'est plus ou moins sain. Par contre, si je vous dis tous les jours, quand on rentre stressé ou fatigué, qu'est-ce qu'on en fait? À part le paquet de gâteaux, les amandes, parce que ça aussi c'est la grande mode, donc vu le prix que ça devient, on va peut-être taper dans autre chose, mais voilà, il y a des choses qui reviennent. La gestion émotionnelle, l'alimentation émotionnelle, elle est normale et physiologiquement efficace. Ça veut dire que c'est normal de se réconforter avec de la nourriture, c'est normal d'apaiser l'émotion avec de la nourriture, dites-vous-le bien, c'est-à-dire c'est pas la peine de culpabiliser derrière, c'est normal et ça marche. Quand c'est plus normal, c'est quand c'est le seul moyen de réguler une émotion. C'est-à-dire que si j'ai un problème que je n'ai pas réglé à l'extérieur, ça peut être des soucis familiaux, ça peut être encore son travail, ça peut être des soucis avec son enfant qui fait des tracas, etc., avec son chéri, avec n'importe quoi, n'importe qui plutôt. Michette. Et ben, du coup, si le seul régulateur émotionnel qu'on a quand on rentre, c'est de se faire du bien avec la nourriture, ça va marcher un temps, et ça ne marche plus après. Et quand ça ne marche plus, on augmente les doses. Et c'est là qu'on devient donc la compulsion, ou vous savez, c'est l'effet drogue. Alors aujourd'hui, les scientifiques ne sont pas d'accord pour dire que le sucre est une drogue, parce que ce n'est pas exactement le même mécanisme que les autres drogues. C'est une addiction à la sensation. Donc, pour qu'un aliment soit réconfortant, c'est-à-dire que si vous rentrez chez vous un soir, alors dans 70% des cas, c'est juste parce qu'on est fatigué, qu'on s'ennuie quand on rentre chez soi le soir, ou qu'on a eu une dose de stress. Voilà, donc si vous arrivez à éliminer ces 3 causes, il n'y a quasiment plus de compulsion alimentaire. Et c'est très dur, hein. Je vous dis si vous arrivez, mais on ne peut pas changer tout son environnement, donc c'est un gros travail. Mais si vous rentrez, que vous avez une envie, alors je reviens au chocolat, parce que moi c'est vraiment le chocolat qui me fait envie, mais voilà, un gâteau au chocolat, vous avez 2 façons de le manger. La mauvaise, c'est je rentre, je suis stressée parce que je me suis pris la tête au boulot, puis je suis fatiguée, puis j'ai mal dormi, je vais dans ma cuisine, j'ai même pas encore enlevé ma veste, j'ai même pas encore enlevé mon sac, et j'arrive et j'ouvre le tiroir et je prends le chocolat et je mange comme ça, et je me rends pas compte. Et quand j'ai mangé, et ben qu'est-ce qu'on se dit dans ces cas-là, quand on a mangé comme ça? On culpabilise. Ah non, mais encore une fois, non mais je suis trop nulle, non mais je vais jamais arrêter de faire ça, non mais c'est pas possible, etc., etc. Et alors là, cortisol, et ça ne sert à rien de toute façon on y a mangé. Donc non seulement c'est bouffer plein de calories, mais en plus, on n'a même pas savouré. Donc c'est double peine, vous imaginez, au moins si vous mangez, savourez. Au moins qu'il y ait une des 2 peines qui ne soit pas là. Donc, c'est pareil, pour que ça fasse du bien au cerveau, l'aliment doit être mangé en sécurité. Ça veut dire, on ne culpabilise pas, on ne pense pas aux calories et on ne se dit pas que c'est mal de manger. Bon, si on le fait 4 fois par jour, on est bien d'accord que ça ne marche plus non plus. Hein. C'est ponctuel normalement. Hein. Mais on se dit, j'en ai besoin, donc je vais le manger parce que j'en ai besoin. Mon corps me le réclame et j'écoute mon corps et je fais confiance à mon corps parce qu'il sait ce dont j'ai besoin. Donc on écoute son corps et on le croit. L'aliment doit être gras et
sucré ou gras ou sucré, selon vos préférences. C'est-à-dire qu'il y en a, ça va être que quelque chose de très sucré, il y en a, ça va être que gras s'ils sont plus salés, et quand c'est les deux, c'est juste jackpot. Le cerveau, il a besoin d'un aliment riche en calories. C'est-à-dire qu'on ne craque pas sur des brocolis, ni sur des carottes, ni rien, ça ne marche pas, ne croyez pas si vous rentrez. Ça peut paraître un peu bête à dire comme ça, mais on croit qu'on va tromper son corps. Vous arrivez, vous avez envie de chocolat, mais vous êtes en plein dans votre régime et vous dites « Non, non, là je vais être raisonnable, j'ai acheté des bâtonnets de carottes, je vais les manger. » Vous les mangez, mais honnêtement, vous n'en avez rien à faire, ça ne marche pas. 5 minutes après, vous allez aller chercher votre truc de sucre. Donc si c'est juste une petite envie, mangez-les vos carottes. Si c'est juste, allez, j'ai juste besoin de croquer quelque chose. Mais si c'est une envie émotionnelle, vous ne cassez pas la tête, ça coûte super cher les petites carottes, ne les mangez pas, allez directement vers votre fromage, vers votre chocolat, etc. Parce que si vous le faites bien, si vous le mangez donc tranquille, s'il est gras ou sucré, si c'est un aliment que vous aimez, si vous savourez chaque bouchée, mais tranquillement, avec votre musique, dans votre fauteuil, que vous éloignez tous les membres de votre famille pour bien savourer, automatiquement ça va vous apaiser. Et automatiquement, vous allez moins manger au repas d'après. Votre corps est très très bien fait. C'est-à-dire qu'il aura eu sa dose de calories, il aura eu sa dose de plaisir. Si vous avez choisi un aliment de qualité, il aura eu sa dose de nutriments et il vous laissera tranquille. Et si vous ne mangez pas au repas du soir, c'est pas grave. Mais de temps en temps, hein, on est bien d'accord. C'est pas tout le temps. Alors ça, c'est toutes les émotions. Parce que, je le vois dans les groupes qu'on a, c'est toujours à peu près par ça qu'on commence à travailler les émotions. Parce qu'on ne les connaît pas toutes, on ne sait pas toutes les identifier. C'est pour ça que dans votre livret, il y a aussi tout le vocabulaire. Parce que ça aussi, donc c'est des études de psychologues qui ont montré que les gens qui avaient le plus de vocabulaire pour parler des émotions étaient ceux qui gèrent le mieux leurs émotions. Alors ça ne suffit pas d'avoir le vocabulaire, mais n'empêche que si je vous dis, à un moment où vous vous sentez mal, là comment tu te sens, et bien mine de rien, je vous assure qu'il y a plein de gens, moi que je vois, qui ne savent pas dire comment ils se sentent. Parce qu'ils n'ont pas appris. Et on le voit parce que je travaille aussi avec des enfants, les enfants ne savent pas. Et on grandit et on ne sait pas. Il n'y a pas un moment dans notre vie où on a un cours sur les émotions. C'est quelque chose qu'on apprend un peu naturellement, qu'on peut apprendre très mal selon son histoire personnelle. Parce que si dans votre famille on vous a fait taire avec la nourriture quand vous étiez triste, ben, allez vivre votre tristesse adulte. Si on vous a donné à manger parce qu'on pensait, vous savez, on disait vaut mieux faire envie que pitié à l'époque, donc les bébés bien ronds c'était top. Donc si on vous a valorisé par la nourriture, allez changer ça à l'âge adulte. Donc il y a vraiment beaucoup de choses. Donc là la tristesse, quand on se sent triste, le ressenti c'est bah, là il faut que tu fasses ton deuil. Tu as perdu quelque chose ou quelqu'un, c'est fini, donc c'est le message. La tristesse c'est pour vous dire que c'est fini. Ça peut être fini le travail, une relation amoureuse, un projet, ça peut être n'importe quoi. Et donc ça veut dire qu'il faut faire son deuil. Donc c'est pas la peine de vous jeter pendant des semaines et des semaines sur la nourriture ou de déprimer. L'émotion, en fait, il faut vous dire que c'est un super message de votre corps. Je suis une fan du corps. Moi, vraiment, je trouve, plus je l'étudie et plus je me dis qu'il est très bien fait quand on n'a pas déréglé. Au lieu de pousser ses émotions, il y a des émotions agréables, des émotions désagréables, elles viennent vous parler, ces émotions. Elles viennent vous dire qu'il y a un problème. Donc, écoutez-les. Si vous êtes triste à répétition, c'est pas pour rien. Vous devez accepter la fin de quelque chose. La surprise, il y a des gens qui vivent très mal la surprise. C'est qui détestent ça. Au travail, voilà, l'imprévu. Donc après, c'est aussi à vous connaître. Mais il y a des gens, quand ils savent qu'ils vont se faire une réunion et qu'ils ne savent pas ce qui va se passer à la réunion, c'est l'angoisse totale et absolue. Et là, on peut être sûr que les 2 heures d'avant, où ils vont manger, ou ils n'arriveront pas à manger. Alors qu'il y en a, ça ne les touche même pas. Donc ça, il n'y a que vous qui pouvez savoir, mais n'empêche que cette émotion, elle vous dit quelque chose. Donc le dégoût, des fois, s'il y a des gens autour de vous qui vous dégoûtent et que vous gardez autour de vous, eh ben, vous risquez d'être dégoûté, mais du coup d'être dégoûté devant de l'alimentation saine. Parce que des fois on se dit, j'ai envie de manger que de la merde en ce moment. Ouais, ça arrive, on se dit ça. Et ben, il y a un dégoût de quelque chose d'autour de vous. Alors quand on se dégoûte de soi, c'est encore un autre travail. Donc là, il y a la colère, c'est dangereux, tu repousses, je crie, je veux pas, l'autre personne m'attaque. La peur, c'est très ou trop dangereux. Là, on se sent vraiment face
face à un danger, et on réagit, et la joie où on se sent au bon endroit. Le stress aussi, donc il peut être avec la peur. Je vous explique pourquoi le stress, par exemple, on dit que c'est pas bon, que ça dérègle le sucre, etc. Quand humainement, on est fait pour réagir, et réagir très bien et très vite. C'est-à-dire qu'encore une fois, notre corps fonctionne tellement bien que quand on est stressé, il interprète que c'est un danger. Du coup, on va dans la peur. Sauf que vous pouvez être stressé parce que vous n'avez pas préparé le repas pour la famille, et on est bien d'accord que ce n'est pas un danger de mort ou de vie. Mais votre cerveau, vous êtes tellement stressé qu'il l'interprète comme un danger. Du coup, il va lâcher tous les systèmes de défense comme si c'était un danger. C'est-à-dire, il va se dire, danger, je dois courir, je dois me sauver, je lâche du sucre. Sauf que vous ne bougez pas, vous êtes debout dans votre cuisine et vous n'utilisez pas ce lâcher de sucre. Et comme vous ne l'utilisez pas, qu'est-ce qu'il fait avec? Il le range. Mais s'il fait ça tous les jours, je sors, je range, il casse la clé pour ouvrir les placards. Et c'est là que le diabète apparaît. Un des diabètes de type 2, c'est une des raisons. C'est-à-dire que, pourquoi le stress, ça crée ça? Quand je suis stressée, mon corps me dit, il faut que tu te sauves, il faut que tu réagisses. Donc hop, je mets tout dans les jambes, je mets tout dans le cœur, et un peu dans le cerveau, mais rien d'autre. Les jambes et le cœur. Mais du coup, vous comprenez bien que si tous les jours vous êtes stressé, que tous les jours votre corps dit je mets tout dans les jambes et dans le cœur, les autres appareils de votre corps sont moins irrités. Irrités? Non, pas du tout. Irrigués. Ouais, je vais vous dire un truc. Ils sont irrités et moins irrigués. Mais c'est vraiment pour que vous compreniez pourquoi, par exemple, on peut avoir du mal à avoir un enfant, avoir du mal à faire d'autres choses, pourquoi les autres organes ont du mal. C'est quand on se stresse tous les jours, le corps fait des lâchers de sucre et envoie ça dans les jambes et dans le cœur. Et quand il fait le lâcher de sucre et que vous ne bougez pas parce que c'est un stress sédentaire, eh ben, il doit re-ranger le sucre. Et quand il le fait tout le temps, c'est l'insuline qui ouvre les portes des placards. Et l'insuline, imaginez que c'est une petite clé en bois. Et les clés en bois, ça s'use. Donc si tous les jours, votre corps utilise cette clé en bois, soit parce que vous mangez très sucré et qu'il ne sait pas quoi en faire, soit parce que vous stressez énormément, c'est les deux raisons qui font qu'on doit stocker l'insuline, et bien tous les jours, il va utiliser ces clés, et ça ne marchera plus à un moment, et votre sucre reste dans le sang, et n'empêche qu'il y a de plus en plus de gens avec le diabète. Donc ne prenez pas ça à la légère non plus. Avant, c'était à 60 ans qu'on avait le diabète. En France, c'est à 50 ou 45. Aux États-Unis, c'est entre 15 et 20 ans qu'on a du diabète de type 2. Donc, faites attention à vos émotions. Est-ce qu'il y a des questions? Ça va, ça va pas trop? Et une fois qu'on s'est rendu compte de tout ça, est-ce qu'il est possible de revenir en arrière par rapport au diabète, justement, ou c'est... Alors, quand on est en pré-diabète, on n'est pas encore en diabète, donc il suffit de faire attention, tout va bien. Quand on est en diabète, au début du diabète, donc maintenant, on peut le revenir en arrière. Donc ça, c'est des nouvelles recherches, c'est-à-dire qu'il y a des médicaments qui sont bien faits, mais quand on est au début du diabète. Mais quand c'est bien installé, c'est à vie. Alors maintenant, il y a de plus en plus de très bons médicaments qui aident à vivre avec, mais selon sa façon de vivre. Et si on vit sainement après, on peut vraiment vivre tranquillement avec un diabète maintenant, quand il n'est pas très fort. Mais une fois qu'on a le diabète, à moins que ce soit tout début, ça ne revient pas en arrière. On a toujours cette épée de Damoclès autour de nous, au-dessus de soi. Le diabète de type 2, parce que le diabète de type 1, c'est chez les enfants et c'est pas du tout lié à quoi que ce soit. C'est juste pas de bol. Voilà les autres régulateurs émotionnels. Donc en fait, je peux vous montrer avant. Hop, j'avais oublié. Là, c'est là que vous devez travailler un petit peu. Vous êtes censé avoir au moins, vous voyez dans votre livret, 5 régulateurs émotionnels. Donc là, vous faites quoi quand vous avez besoin de réguler une émotion? Chocolat. Autre qu'alimentation. Mais c'est vrai que ça marche très bien. Activité physique, courir, sport, marche, la musique douce. Méditation, relaxation. Alors pour le moment, c'est tout bon. C'est toutes des choses qui réellement ont été prouvées, font du bien et sont de vrais régulateurs émotionnels. Les autres, vous faites quoi quand ça ne va pas super bien? Lecture.
un bon livre qu'on aime, du tricot, une activité de travaux manuels. Vous allez tous bien tout le temps, les autres. Chanter, c'est aussi une activité culturelle. En fait, on voit, quand je vous dis des régulateurs émotionnels, c'est-à-dire ce qu'on vient de dire là, ce sont des choses qui sécrètent des bonnes hormones et qui font du bien. Donc c'est pareil, encore une fois, c'est chimique. Ces activités-là, pourquoi ce sont des régulateurs émotionnels? C'est que ça fait comme l'alimentation, ça active votre système de récompense et ça sécrète des bonnes hormones qui vous font du bien. En général, on n'y arrive pas trop quand on a les émotions à vif. Je pense quand on est très stressé. Après, quand on dort bien, c'est vrai que ça fait du bien. Hein. Mais en général, quand on a les émotions un peu brassées, on cogite plus qu'on dort. Alors voilà, donc il y avait ce qui hormonalement régule vraiment les émotions. Vous avez le sport, l'activité physique, musique à écouter ou à jouer, activité artistique à pratiquer ou à admirer. Donc aller dans un musée, voir des œuvres d'art, par exemple, pour ceux qui apprécient, ça sécrète plein de bonnes hormones. Voilà, c'est-à-dire c'est vraiment tout prouvé chimiquement. Après, selon vos personnalités, hein, j'ai essayé d'en mettre un paquet, comme ça vous choisissez ce qui vous convient. Partager, rire, s'amuser dans la relation sociale de qualité. Ça, en psychologie positive, ils l'ont vraiment étudié. C'est une composante du bonheur à ne pas négliger. La vie sociale de qualité, c'est essentiel pour aller bien. Donc, je le redis, ceux qui étaient là la dernière fois l'avaient entendu. Votre bonheur, en gros, tient aux 5 personnes que vous côtoyez le plus. Donc ça marche pour plein de choses dans le comportement humain. Demandez-vous qui sont les 5 personnes que vous côtoyez le plus. Pas que vous aimez le plus ou qui sont plus importantes pour vous, mais les 5 personnes que vous côtoyez le plus. Et des fois, quand on se penche sur la question, on réalise qu'il y a besoin de changer des choses. Et des fois, c'est juste changer ces 5 personnes qui permettent de résoudre plein de problèmes. Quand on peut. Mais ça peut être, si on trouve qu'on n'a pas 5 personnes de qualité, ça peut être participer à la vie associative, parce qu'il y a en général dans les associations, il y a une mentalité ou autre qui fait qu'on on peut peut-être trouver un bien-être qu'on ne trouvera pas dans un truc plus compétitif, par exemple. Mais posez-vous vraiment cette question. Qui sont les 5 personnes avec qui je passe le plus de temps chaque jour? Parce que si ce sont des personnes qui mangent énormément, vous avez tendance à copier. C'est les neurones miroirs, en fait. C'est lié aux neurones miroirs. On a tous dans le cerveau des neurones miroirs. C'est comme ça que les enfants apprennent ce qu'ils apprennent. On copie les autres. On copie ce que font les autres. Si on se retrouve qu'avec des personnes agressives, on devient agressif. Si on est avec des personnes zen, on va devenir zen soi-même. Donc c'est chimique aussi. Créer, imaginer des projets professionnels ou personnels. Donc être dans la créativité, ça peut être quelque chose qui vous nourrit. Ce qui veut dire que si vous vous ennuyez intellectuellement, vous risquez peut-être d'avoir des compulsions alimentaires. Donc c'est pareil de dire, mais là, je ne suis pas nourrie par ma vie professionnelle, par ma vie personnelle, par ma vie amoureuse, etc. Et vous allez passer par une autre forme de nourriture. Donc prendre soin de moi, un bain moussant, un soin corporel, des massages, etc. Ça aussi, c'est pas du détail. Il y a beaucoup, j'allais dire de femmes, mais parce que dans les patients que j'ai, il y a surtout des femmes, mais qui ne savent plus prendre soin d'elles quand elles ont élevé une famille et qu'elles ont travaillé. Et quand on leur pose la question, qu'est-ce qui vous fait plaisir? Si demain vous avez une journée de libre juste pour vous, et bien parfois c'est le néant. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas comment elles pourraient organiser une journée entière pour elles. Parce qu'elles sont tellement habituées à s'occuper des autres, mais c'est une forme de stress. Donc prendre soin de soi, c'est pareil. Même avec les petits câlins, alors ça c'est un truc tantrique, c'est le rapport au corps, où dans des groupes de femmes, on leur apprend à se reconnecter à leur corps et juste à se câliner soi-même, et ben ça sécrète des hormones de bien-être. Donc c'est chimique aussi. Ne négligez rien en fait dans votre bien-être. Tout fait du bien. Donc méditer, faire du yoga, du stretching, danser, chanter, regarder un bon film, lire un bon livre si c'est ce que vous aimez, écouter une chouette émission, se ressourcer en nature. En général, quand on part dans la nature, on n'est jamais malade. Je ne sais pas si vous avez remarqué, si j'ai des douleurs quelque part et que je vais en plein milieu de la nature, bizarrement, j'ai plus de douleurs.
Donc c'est quasi impossible d'être mal au milieu de la nature. Donc c'est un très bon médicament. Voilà. Profitez, en plus on n'est pas dans une zone où on est trop encore en ville, on peut trouver des coins de nature. Quand ça va pas très bien, juste d'aller entourer de nature, ça régule l'émotion. Et ça marche mieux qu'un paquet de gâteaux. Ou dans un lieu qui est réconfortant, si c'est votre résidence secondaire, votre grenier que vous avez aménagé, etc. Donc acceptez son émotion et la laissez faire son chemin en vous. Ne repoussez pas l'émotion. Surtout pas, ça ne marche pas. L'émotion, c'est le facteur qui vient frapper à votre porte et vous dire ce que vous devez faire. Ça, c'est juste que vous avez, on ne va pas tous les faire, mais voilà, c'est juste les mots. Donc ressentir, éviter les situations stressantes pour vous, c'est tout un travail, mais ne massacrez pas le contenu de votre assiette. Essayez d'abord de toucher aux autres points pour aller mieux. Donc pour ne pas être trop fatigué, est-ce que ça vous arrive par exemple de finir votre journée épuisé? Voilà, ben, déjà rien que là, on peut créer de l'alimentation émotionnelle. C'est pas toujours simple, mais n'empêche que ça devient tellement là, il y a tellement eu de oui qu'on croit que c'est normal. Et quelque part, comme ça se répète, on l'a intégré comme un mode de vie, de se dire, en fait, comme tout le monde, quoi, c'est normal d'être tout le temps fatigué. Mais non, c'est pas si normal. On peut changer des choses. Par exemple, qu'est-ce qu'on peut changer dans son quotidien pour être moins fatigué? Même si c'est pas tous les jours, ça peut être 15 jours par semaine, on arrive à se débrouiller pour être moins fatigué. On peut s'organiser une sortie, on peut travailler un peu plus. Programmer quelque chose dans la semaine. Mais est-ce que ça te rend moins fatigué de ta journée, par exemple? Parce que quand je suis fatiguée, de savoir que dans 2 jours, je vais avoir une sortie avec une copine, une sortie restaurant, c'est un peu difficile. mais parce qu'on se projette dans un plaisir. Je me projette sur quelque chose de Ah là, on prépare déjà son cerveau. Et ça, c'est pas négligeable non plus. C'est-à-dire, il ne faut pas sous-estimer le pouvoir du cerveau. Hein. De se dire, j'ai un truc plaisant qui va arriver, oui, ça fait du bien. Après, donc il y a... Ça, c'est sur la régulation émotionnelle. Si vous êtes tout le temps fatigué, il faut absolument réorganiser votre quotidien pour être moins fatigué. Il faut lâcher sur certaines choses. Donc ça, soit pour les dames en général, on veut faire tout, un peu tout le temps et très bien. Il faut apprendre à lâcher sur certaines choses. On n'est pas parfait, on ne peut pas cuisiner à tous les repas, on peut avoir des solutions. On n'est pas obligé d'avoir la maison qui brille comme une fée du logis. On n'est pas obligé d'être tout le temps présentable, tout le temps ceci. Il faut lâcher. On est tous des êtres humains. Et rien que de lâcher sur certaines choses, ça enlève aussi de la fatigue. Parce qu'une fois que votre corps ne tient plus, c'est très dur de revenir en arrière. N'épuisez pas votre corps, parce qu'à un moment, il ne peut plus tenir. Je ne grignote pas le soir avant ou après le dîner. Ça, c'est pareil. Essayez de tenir. Donc, par exemple, si vous rentrez le soir, que vous savez que vous êtes fatigué, cuisinez à l'avance. Mangez à 6h30, par exemple. Vous savez que vous allez rentrer tôt et que vous allez avoir faim. Mangez tôt. Il vaut mieux manger tôt plutôt que de se dire, ouais, mais là j'ai trop faim le temps que je prépare le repas, je vais manger un peu. Sauf que derrière, ça ne changera rien. Alors, le carreau de chocolat, quand on a très faim, alors ça c'est l'Institut INSERM qui l'a montré, c'est un excellent coupe-faim. C'est-à-dire que si vous avez faim et que vous savez que vous allez manger dans pas longtemps, vous pouvez juste manger un carreau de chocolat. Ou même un morceau de sucre, ils disent, mais un. C'est-à-dire un morceau de sucre. C'est-à-dire quand on a faim, parce qu'en fait, normalement, l'explication scientifique, c'est que de tous les signaux qui disent à votre cerveau que vous avez faim, il y en a un, c'est le pic de glycémie, c'est-à-dire le taux de sucre dans votre sang. Quand il descend trop, ça envoie des signaux au cerveau pour dire j'ai faim. C'est pour ça que quand vous mangez très sucré, votre corps, il va aller ranger le sucre, mais quand c'est très sucré, il range beaucoup le sucre. Du coup, d'un coup, vous n'êtes plus assez sucré. Donc là, votre cerveau, il dit, non mais là, j'ai plus assez de sucre, alors donne-moi encore du sucre. Vous remangez d'un coup, mais si vous mangez juste un carreau de
sucre ou un carré de chocolat, votre glycémie, elle remonte juste, ça c'est quand vous avez faim. Elle remonte juste pour vous calmer jusqu'au prochain repas. Sauf si vous avez des problèmes de régulation de glycémie. Mais en fait, c'est ça, en fait, c'est juste monter un peu la glycémie. Parce que comme c'est le seul signal qui va au cerveau pour dire c'est bon, ma glycémie est bonne, ils ont remarqué que le cerveau l'écoutait bien. Donc ça peut être un très bon coupe-faim, à condition de manger correctement sur la journée en fait. On peut arranger son cerveau, mais on ne peut pas le tromper. Si toutes les demi-heures on mange un carreau de chocolat, mais en effet un petit carreau de chocolat, ça fait juste monter la glycémie ce qu'il faut pour ne pas redescendre. Je m'aime très fort malgré mes imperfections. Alors ça, la dernière phrase, elle est essentielle. Et je vous assure qu'il y a plein de gens qui ne s'aiment pas. Dans mes groupes d'alimentation émotionnelle, c'est pas représentatif non plus, parce que si les personnes viennent là, c'est qu'il y a un souci. Mais c'est tellement triste quand on ne s'aime pas, parce qu'on se maltraite, et parce qu'on n'aime pas une partie de son corps, parce qu'on n'aime pas ceci, on n'aime pas cela. Mais on est tous des personnes exceptionnelles, et si on ne s'aime pas, comment quelqu'un d'autre peut nous aimer? C'est impossible en fait. On n'est pas aimable et on ne se laisse pas aimer. Donc de travailler sur l'amour de soi, ça apaise aussi énormément. Ah oui, je sais aussi demander de l'aide quand je ne vais pas bien. C'est essentiel aussi. Hein. C'est vraiment des points, ça, qui ont été tirés de tout ce qui a été trouvé dans la science. Donc, si vous savez faire tout ça, normalement, vous êtes au taquet. Oui? Boire avant de manger, oui. Mais c'est tout à fait ça, parce que l'apéro... Je demanderai aux scientifiques si l'apéro, ça compte. De boire avant de manger, c'est vrai, mais parce que aussi, de boire quand on a faim. Votre corps, quand il lui manque quelque chose, il ne sait le dire que d'une façon. La première, enfin, il sait le dire de plein de façons, mais c'est « j'ai faim, j'ai faim ». Et parfois, quand on a juste soif, il vous dit aussi « j'ai faim ». Donc si vous sentez que vous avez juste faim, que c'est 11h30, et ben de boire juste avant, ça apaise en effet. Et des fois c'est parce qu'on ne boit pas assez qu'on a trop souvent faim. Donc les faims, il peut y avoir plein de raisons différentes. C'est bon? Vous êtes tous au taquet dans la gestion émotionnelle? Personne ne mange émotionnellement ici? Je suis fatiguée, je m'ennuie, je rentre à 5h30, je ne sais pas quoi faire, je tourne en rond, j'ouvre 15 fois le frigo, comme si le contenu allait changer, mais non, c'est toujours le même, et j'ai toujours envie de rien, etc. Si on fait ça tous les soirs, à un moment, il faut se dire, ok, à 5h30, quand je rentre, je vais peut-être aller me faire une activité qui me fait plaisir, parce que si à chaque fois que je rentre, je fais ça, c'est que l'ennui, ou j'appréhende de rentrer, etc. C'est l'activité physique. Alors l'activité physique, c'est pas le sport. C'est-à-dire que vous partez de là où vous en êtes, en fait. Si vous ne bougez pas, vous commencez un petit peu. Si vous bougez beaucoup, vous continuez. Ça, c'est ce que vous avez dans les livrets. Hein. J'ai juste mis en plus grand, mais c'est ce que vous avez dans les livrets. Ces 20 points, en fait, ils sont importants parce que parfois, on n'arrive pas à se remettre à l'activité physique et on ne sait pas vraiment pourquoi. Je choisis une activité qui me procure du plaisir. Quand on n'est pas sportif et que du jour au lendemain on se retrouve à s'inscrire à un cours d'abdos fessiers ou de machin, de je sais pas quoi, faut pas rêver, ça va vous saouler. Vous allez y aller 3 fois pour la bonne conscience. Dès qu'il va pleuvoir ou faire un peu froid, ah ben non, je peux pas y aller, il pleut. Voilà. Si vous n'aimez pas aller dans l'eau de la piscine, n'allez pas vous inscrire à faire des longueurs, comme moi j'ai fait, on achète les palmes, le masque, le tuba. J'ai tout à la maison. Je déteste faire des longueurs. Donc j'en ai fait 3 et c'est resté comme ça. Donc vraiment, choisissez une activité qui vous fait plaisir. Et c'est pas possible de ne pas en trouver. Par exemple, à Dessines, il y a la gym volontaire, où c'est pour tous les niveaux d'activité physique. C'est très sympa, c'est sans jugement, on peut y aller doucement, etc. Donc pour reprendre, si vous préférez être avec du monde, faites une activité avec du monde. Si vous préférez être seul, choisissez quelque chose de seul. Mais ça doit être un plaisir, sinon ça ne marche pas. Si vous n'aimez pas le sport, n'allez pas faire un truc parce qu'on vous a dit que ça muscle, que ça fait mincir.
Le cerveau, il va vous dire, même pas en rêve, j'aime pas, j'y vais pas. Je choisis un horaire raisonnable et facilitant. C'est pareil. Des fois, on croit qu'on est trop nul parce qu'on n'arrive pas à se remettre au sport. Mais si on choisit le cours de 21h30 à 22h le vendredi, on est bien d'accord qu'on ne risque pas d'y aller toute l'année quand même. Donc, si vous savez que vous êtes en méga forme à cette heure-ci, allez-y. Mais si vous savez que tous les soirs vous vous couchez comme les poules, c'est pas à 21h30 que vous allez faire un cours de salsa, mémoriser des pas, tourner, changer de partenaire, etc. Donc choisissez quelque chose qui vous corresponde. Si c'est le matin que vous êtes tranquille, allez le matin. Dans l'idéal, c'est le matin parce qu'on est moins fatigué que le soir. Dans l'idéal. Mon matériel et ma tenue de sport sont prêts et à disposition. Ça aussi, c'est pas un détail. On a vu que quand les gens préparaient leurs affaires, limite, j'ai plus qu'à rentrer dans la tenue, eh ben, on se met plus facilement en activité physique. Si vous dites, allez, c'est vendredi, demain matin, je vais me faire un peu de course. Vous vous levez le matin, vous savez plus où vous avez mis vos baskets, votre brassière, votre survêtement. 9 fois sur 10, vous allez dire, non mais c'est pas ma faute, j'ai pas trouvé mon matériel. Alors que si vous vous levez et que vous les mettez juste devant vous, tout bien comme il faut, c'est plus facile. Vous voyez la démarche ? Si votre vélo est rangé tout au fond des cartons du garage, vous n'allez jamais aller au travail à vélo. Si vous avez oublié de gonfler, si vous n'avez pas le cadenas, si vous n'avez pas ça, etc. Donc déjà, avant de commencer à planifier, dites-vous, est-ce que j'ai ce qu'il faut? Des fois, on part et « Ah non, j'ai oublié de m'acheter des baskets et j'en ai pas. » Et hop, on enlève tout et ça peut durer 6 mois avant qu'on aille acheter des baskets. Donc simplifiez-vous la vie. Je choisis de prendre du temps pour bouger. Donc vous le mettez dans votre emploi du temps. Vous ne dites pas « Je vais essayer de faire 3 fois par semaine du sport. » Puis lundi, mardi, on arrive à dimanche. « Ah oui, j'ai pas eu le temps cette semaine. Mais je vais essayer la semaine prochaine de faire 3 fois du sport par semaine. » Et etc. Mettez-le dans votre emploi du temps. C'est marqué, vous ne faites rien d'autre à ce moment-là. Le lundi, de telle heure à telle heure. Si vous pouvez que 10 minutes, mettez que 10 minutes. Si vous ne pouvez qu'une fois, ne mettez qu'une fois. Mais c'est toujours mieux que de dire « Si, mais je compte bien faire, hein, je vais me remettre au sport, j'ai décidé. Je vais me remettre au sport. » Ça veut tout et rien dire. Hein. Et puis plus on se le répète, plus le cerveau croit qu'il sert au sport. Alors que pas du tout. Donc si, mais je me suis remis au sport, mais on a fait une fois en 6 mois. Donc, agissez. Des objectifs qui me correspondent. Là encore, des fois, on arrête juste parce qu'on n'a pas les bons objectifs. Si vous êtes sédentaire, on est bien d'accord que vous n'allez pas du jour au lendemain vous faire des heures de sport. C'est juste pas possible. Et encore moins quand on prend de l'âge, désolé de vous le dire. Donc, parce que je vois qu'il n'y a pas trop de gens de 15 ans ici, donc on est tous dans la même situation. Ça fait un moment que vous n'avez pas fait du sport. Ayez des objectifs raisonnables et réalisables. Je pars de 0, je vais d'abord à 1, je ne vais pas directement à 10. Parce que si vous allez... Et ça, c'est vraiment du vécu. Dans les salles de sport, il y a des gens qui n'ont jamais fait de sport, qui s'inscrivent à l'année, et qui y vont 5 ou 6 fois dans la semaine. Et ils n'ont jamais fait de sport. Et ils viennent 2 semaines. Après, ils sont dégoûtés, et ils n'y retournent pas. Donc, partez de là où vous en êtes, vraiment. Je pratique seul si j'aime seul, avec des gens plaisants et motivants, si j'ai envie. Ça, c'est vraiment à vous de voir. Et alors, l'idéal, donc, c'est les 150 minutes dans la semaine, c'est le minimum. Donc, ça, c'est les recommandations officielles. Si vous êtes à 3 fois 50 minutes par semaine, alors quand on parle de rien, c'est énorme. Hein, voilà, il y a les recommandations. Quand on est sportif, c'est bien. Quand on n'est pas sportif, c'est vraiment énorme déjà pour le caser dans son emploi du temps. Je vous mets l'idéal. J'arrive pas toujours à le faire, moi. Mais bon, c'est l'idéal. Après, 5 fois 30 minutes par semaine, et on dit même, je pense que les grands spécialistes qui donnaient ces recommandations ont vu à quel point c'était compliqué. Donc si c'est 3 fois 10 minutes dans la journée, ça marche aussi. Donc si vous travaillez à 10 minutes de chez vous, si vous faites 10 minutes j'y vais, 10 minutes je reviens, 10 minutes je danse chez moi, 10 minutes je vais courir, ça marche aussi. Donc c'est le minimum. Alors voilà, c'est l'idéal. C'est compliqué. Tous les petits mouvements que vous faites sont essentiels. Aujourd'hui, on dit que la sédentarité tue. C'est-à-dire que je crois que c'est devenu la 2e cause de mortalité évitable. Oui, je crois qu'on appelle ça comme ça. Donc il y a l'alimentation. Mais la sédentarité, c'est ou la première ou la 2e cause de mortalité évitable. Quand vous êtes assis, comme là ce soir ça va parce que ça ne durera pas plus de 2 heures, il faut vraiment vous lever parce que vous bloquez tous
les mécanismes de votre corps. Et beaucoup de gens travaillent dans le tertiaire, beaucoup de gens sont assis. Donc levez-vous toutes les heures et demie, toutes les 2 heures pour aller aux toilettes, pour revenir, pour juste bouger, trouver plein de solutions. Mais vous bloquez tout votre système corporel quand vous ne bougez pas. Donc après, c'est pareil. Dans l'idéal, il faut faire du cardio et du renforcement musculaire. Alors le cardio, pourquoi il faut faire les deux? Je vous réveille un petit coup. La masse, de quoi je parlais? Le réveil. Alors voyons voir. Qui écoutait? Pourquoi est-ce qu'il faut faire et du cardio, donc je m'essouffle quoi, et du renforcement musculaire, les muscles? Alors lequel? Le renforcement musculaire ou le cardio? Le cardio, alors c'est quoi déjà le cardio? Si je vous dis, allez, choisissez une activité cardio que vous faites dans la semaine. Vélo, courir, marcher vite, nager aussi, monter les escaliers un peu speed. Donc tout ce qui va vous essouffler, c'est du cardio. Et tout ce qui est en masse, en port de poids, voilà où on souffre et on voit les biscottos qui se gonflent, c'est du musculaire. Et il vous faut obligatoirement les deux, dans un monde idéal, hein, je vous dis bien, parce que le cardio, ça va tout nettoyer votre corps, le faire fonctionner, faire passer le sang partout, etc. Et monter, faire du bien à votre cœur. Et le renforcement musculaire, c'est pour vos muscles. C'est-à-dire que quand on prend de l'âge, tout ne va pas très bien et on perd sa masse musculaire. Donc on doit manger plus de protéines. La sarcopénie. Voilà. Je pensais par rapport à Sarkozy, la dernière fois j'avais oublié le nom. La sarcopénie, voilà, c'est les muscles qui s'atrophient avec l'âge. Et c'est maintenant on vient de réaliser que chez beaucoup de personnes âgées, elles ont cette maladie et on leur donnait pas tellement de protéines parce qu'on pensait que c'était pas important, sauf qu'en perdant la masse musculaire, on a moins de tonus, on tombe plus, on a moins de placards pour stocker le sucre. Vos muscles sont d'excellents placards pour stocker le sucre. Plus vous avez du muscle, plus vous allez supporter le sucre. Parce que c'est d'abord dans le foie qu'on met le sucre, puis dans les muscles, et quand il n'y a pas assez de muscles, c'est dans les fesses ou dans le ventre, au choix, selon votre morphologie, ou les deux, pour les femmes. Mais voilà, donc plus vous avez du muscle, c'est un excellent brûle-graisse, le muscle. C'est un brûle-graisse naturel. Sans rien faire, il vous aide à bouffer vos calories. Mais c'est aussi pour le tonus. Quand vous voulez utiliser votre sucre que vous avez mangé, il faut faire de l'activité rapide et courte. Si vous savez que vous avez mangé très sucré dans une journée, faites-vous un bon petit coup de sprint ou un truc très rapide qui vous essouffle vite et court. Parce que cette activité-là va utiliser le sucre. Si par contre vous voulez aller utiliser vos réserves de gras dans les fesses, dans le ventre et partout autour, il faut faire des activités longues, donc comme de la marche assez rapide, parce qu'au-delà de 30 minutes, vous allez chercher votre graisse. Moins de 30 minutes, vous utilisez vos réserves de sucre. Donc si votre problème c'est plus je mange très sucré tous les jours, faites des choses très très rapides et courtes. Si vous, c'est moi j'ai du gras là qui est bien stocké, si tous les jours vous allez vous faire des longues marches, vous allez les taper dans vos réserves de gras. C'est clair ou pas ça? Voilà, donc c'est intéressant de le savoir parce qu'on n'a pas forcément le même besoin. Il y en a, c'est pas parce qu'ils ont beaucoup de réserves où on se dit on bouge beaucoup mais on ne tape pas dans les réserves. Il faut au moins 30 minutes d'activité pour aller utiliser vos réserves. Je sais pourquoi je dois pratiquer une activité physique. Là, on est dans l'empowerment. Je vais pas le dire, c'est trop dur. C'est-à-dire que si vous ne savez pas pourquoi c'est important pour vous de faire une activité physique, vous ne tiendrez pas sur la durée. C'est pas juste se dire c'est bon pour la santé. C'est de dire quand je fais ça, c'est bon pour moi, c'est bon pour mon moral, c'est bon pour ceci. C'est vraiment y mettre du sens, vous dire je le fais vraiment pour moi, je prends soin de moi. Je bois suffisamment et je respire. En fait, pour utiliser vos calories, votre gras et l'éliminer, la respiration et l'eau sont essentielles. Si vous ne respirez pas assez, vous brûlez beaucoup plus mal les calories. Si vous ne buvez pas assez, vous allez aussi beaucoup moins bien utiliser vos réserves.
C'est le métabolisme qui est fait comme ça, c'est par la respiration qu'on va évacuer les gaz de je sais pas quoi. C'est très technique, mais en tout cas c'est essentiel. Je mange ni trop lourd, ni trop tard, enfin voilà, c'est pas un défaut. Quand on se met à faire du sport ou une activité physique, quand on n'est pas habitué, quand on rentre, on a super faim ou pas du tout. C'est vous et votre chance. Il y en a qui reviennent, ça leur coupe l'appétit, ils n'ont pas besoin de manger. Il y en a, je me suis remis au sport et j'ai super faim et quand je rentre, si je n'ai pas préparé mon repas, je vais taper dans tout ce que je trouve. Donc ça, c'est pareil. Si vous savez que vous allez faire de l'activité physique et que c'est votre point faible, préparez votre repas à l'avance. C'est juste de l'organisation peut vous améliorer la vie sur vos défauts, c'est-à-dire ne cherchez pas à être organisé sur tout. Mais quand vous savez que votre point faible, c'est quand je rentre du boulot, quand je reviens de ma séance de sport, je mange n'importe quoi parce que j'ai trop faim, là vous avez ciblé le problème, préparez votre repas à l'avance. Mais n'allez pas répéter, et c'est pas j'ai fait du sport, c'est bon, je peux manger mon Snickers. C'est ça aussi des fois. J'ai pas osé vous mettre le tableau de la quantité de sport pour ce qu'on mange, parce que j'essaye de ne pas être culpabilisatrice, et ce tableau il faisait vraiment pas rêver. C'est-à-dire, genre pour 1 heure de natation, c'est un croissant. Donc vous voyez, quand vous mangez votre croissant, et derrière vous faites vos 10 minutes de marche, et vous dites c'est bon, j'ai éliminé mon croissant, vous avez éliminé même pas la première bouchée. C'est pour ça qu'on dit que le sport ne fait pas maigrir, parce que la quantité de sport qu'il faudrait faire pour éliminer une raclette, il ne faudrait pas dormir. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas manger de raclette. Mais comment on limite les dégâts d'ailleurs? Parce que ça va être la saison des raclettes. Voilà, j'ai envie de me manger une bonne raclette, mais je veux faire attention, je veux quand même faire plaisir et je veux limiter les dégâts. Qu'est-ce qu'on fait? La manger à midi. On peut la savourer de la même façon. La même raclette, manger à midi ou manger le soir, n'a pas du tout le même effet. Puis en plus, après une raclette, en général, c'est pas là qu'on passe les meilleures nuits. Donc la manger à midi, comment on peut encore limiter alors on peut faire du sport avant, et si on mange derrière, parce qu'après un sport bien comme il faut, pendant 30 minutes, je crois, ou 45 minutes, après une bonne séance de sport, notre corps est encore en mode je brûle des calories. Donc les dégâts sont beaucoup moins gros. Alors raisonnablement, hein, entendons-nous, c'est pas j'ai fait mon sport, je mange ce que je veux derrière, je ne stockerai jamais rien. C'est toujours c'est des petites astuces. Hein. Ça n'a rien de magique. Mais si vous faites un abus, un plaisir après une activité sportive, bien comme il faut, votre corps est encore en mode je brûle des calories. Mais par exemple, vous pouvez déjà prendre dans votre assiette la quantité de ce que vous allez manger. Si vous prenez 4-5 fromages, ben vous savourez ces 4-5 fromages. Que le problème de ces plats conviviaux, c'est qu'on met et qu'on sert et on ne se rend pas compte, et à la fin on est incapable de dire quelle quantité de fromage, de saucisson, de jambon, de bacon, de machin et de patates on a mangé. Parce que, souvenez-vous, on est en euro miroir. Si vous mangez, ou alors vous mangez la raclette avec des gens qui sont anorexiques. C'est une solution. Choisissez votre entourage. Mais non, mais parce que vraiment, on fonctionne en euro miroir. C'est-à-dire que si vous êtes avec des gens qui raffolent de ce plat et qui, eux, peuvent faire une descente hallucinante, ben vous allez faire comme eux parce que votre cerveau, il ne se rend pas compte. Ça, c'est pareil. C'est des études qui ont montré qu'on capte le comportement alimentaire aussi. Donc, à midi, on fait attention, on peut servir dans son assiette, on peut choisir de la charcuterie moins grasse, le bacon est sûrement moins gras que la rosette. Voilà. Alors après, si on trouve que vraiment c'est pas bon et que ça enlève du plaisir, on ne le fait pas. Il faut garder quand même le plaisir, mais des fois il y a des gens, bah oui, bacon ou rosette, ou en fait c'est pas si important pour eux. Donc voyez-vous ce qui vous perturbe pas. On peut quand même manger la raclette, mais en limitant les dégâts. Et puis si vous la mangez à midi, bah derrière, si vous êtes invité pour manger la raclette, levez-vous, faites le ménage, débarrassez, etc. Ça va vous faire bouger et digérer. Alors une astuce, mais ça vous pouvez le faire si vous êtes tout seul à la maison. Si vous avez mangé un peu sucré, travaillez les triceps dans les 30 minutes qui suivent le repas, parce que les triceps n'utilisent que du sucre. Ça peut être j'ai une bouteille d'eau et je me fais ça au travail ou autre. C'est des petites astuces, mais chacune mis bout à bout, des fois, ça
Non mais c'est vraiment de source sûre, hein. C'est-à-dire que je vous dis, c'est que des trucs scientifiques hein, que je vous dis. Pendant le restaurant, si tu veux. C'est très naturel, je vous assure. Si on s'y met tous demain, ça sera nouveau. C'est pour ça que j'ai précisé quand vous êtes chez vous, hein, parce que c'est les pompes, c'est face au mur, mais c'est les triceps qui ne consomment que du sucre. Donc c'est bon à savoir. Quand vous craquez, plutôt que culpabiliser bêtement et pleurer, faites-vous des pompes derrière. Culpabilisez mais en faisant des pompes. Voilà. Le sommeil. Tout le monde dort bien ici? Non. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont du mal à se rendormir? C'est-à-dire, je me réveille au milieu de la nuit et j'ai du mal à me rendormir. Alors là, apparemment, donc c'est pareil, hein, c'est une source scientifique, mais essayez, quand on a du mal à se rendormir, et c'est toujours ponctuellement, hein, un cachet de mélatonine aide pour le rendormissement. C'est-à-dire, c'est pas quand on a du mal à dormir, c'est quand on a du mal à s'endormir. Mais c'est pareil, c'est à prendre en dépannage. Si ça arrive tous les jours, ça peut être pesant, etc. Il n'y a pas de solution miracle, je vous le dis tout de suite. C'est pour ça qu'il y a 20 points, 20 points, 20 points. C'est que le bien-être, il est vraiment très, très vaste. Mais parfois, voilà, il y a des gens, c'est juste qu'ils se réveillent à 3h30 et ils ont du mal à dormir, à se rendormir, et ça peut être vite un cauchemar. De se dire que de temps en temps, on se prend un petit cachet de mélatonine, et ben ça aide à l'endormissement. Après, donc voilà, il y a des jeudis de 2 à 3 heures avant de me coucher. Quand on mange une raclette et qu'on va dormir derrière, il faut vraiment avoir un sommeil de pierre pour bien dormir. Parce que souvent, c'est juste horrible ce qui se passe. La digestion va vous réveiller toute la nuit. Donc des fois, c'est faire attention à ce que vous mangez. 2 à 3 heures, à vous de voir. C'est-à-dire que si vous mangez trop tôt et que la faim vous réveille dans la nuit, c'est pas bon non plus. Parce qu'il y a ça aussi, des gens qui sont réveillés dans la nuit parce qu'ils n'ont pas assez mangé. Et ça, on le retrouve beaucoup dans les régimes, où le soir, on dit qu'il faut manger 3 fois rien. Mais n'empêche que si vous avez faim, ça va vous réveiller dans la nuit. Et là, vous vous retrouvez, quand vous réveillez dans la nuit, vous ne mangez pas un plat équilibré. Hein. Vous mangez la première chose qui vous tombe sous la main, ou du sucre, parce que le corps, c'est ce qu'il va réclamer. Donc si ça vous arrive assez souvent, que vous allez dormir avec la faim au ventre, c'est qu'il faut manger plus, rajouter des féculents. Les féculents aussi le soir aident. Et encore une fois, alors ça c'est pareil, vous trouvez la liste, mais je le mettrai sur ma page Facebook, par rapport à ces fameux tryptophanes pour dormir. Mais comme c'est assez technique, ça c'est une formation que j'ai faite, mais c'est assez chimique, du coup j'ai pas de tête. Mais il y a des compléments ou alimentaires ou des aliments qui permettent au corps de bien assimiler le tryptophane, de bien fabriquer la sérotonine et de bien fabriquer la mélatonine. Mais ce n'est pas tous les tryptophanes, parce que apparemment voilà, le corps en perd une partie, donc c'est un certain chemin, mais pour aider à dormir et d'avoir ce repas du soir bien composé, ça permet déjà de préparer le sommeil. Manger un fruit au goûter aussi, parce que c'est là où le sucre passe bien, un fruit ou des féculents, commence à préparer aussi au sommeil. Donc le sucre est bien apprécié par le corps au moment du goûter, et un peu de féculent le soir. Alors un peu, parce que si on a trop, pareil, vous n'allez pas bien dormir, mais c'est aussi bien à essayer, parce que tous ces sucres rapides-là aident à s'endormir. Donc j'ai assez mangé, je dors au moins 6 heures par nuit aussi, parce que quand on ne dort pas, on chamboule les hormones, ça donne des risques d'obésité derrière. J'ai des horaires réguliers de lever. Alors ça, c'est les rituels, les routines, elles sont valables pour tout. Si vous voulez vous simplifier la vie, si vous voulez avoir des bonnes habitudes, mettez en place des routines dans vos vies. Alors pas la routine de couple ou autre, des routines de bien-être. Toutes les routines ne sont pas bonnes. Mais vraiment, j'insiste parce qu'il y a des routines qui vont faire l'effet contraire. Mais disons plutôt des rituels, c'est-à-dire pour les repas, manger aux mêmes heures. C'est quasi obligatoire, le corps aime les routines et ça vous enlève une charge mentale. Trouvez ce qui vous convient. Il y a des gens, par exemple, qui n'ont pas besoin de déjeuner le matin, passez au jeûne intermittent de 12 heures, de 16 heures, de 18 heures, mais il faut que vous le ressentiez et que ça vous corresponde. Si vous avez besoin de manger à tous les repas pour être tranquille, rassasié, mangez
le plus possible à heure fixe. Les routines de sommeil, c'est pareil. Normalement, quand on a mis un rituel en place avant d'aller dormir, ça enlève de 50% les problèmes d'insomnie, quand ce n'est pas des problèmes profonds. Mais par exemple, on dit, mais j'arrive pas à dormir, ben, le soir, je vais faire quoi? Je vais aller devant la télé, je vais faire ci, je vais tourner, je vais envoyer mes messages, je vais appeler une copine qui va me raconter tous ses problèmes et je vais être stressée, etc. Après, je vais au lit et je dis, je comprends pas, j'arrive pas à dormir, je souffre d'insomnie. Mais on est bien d'accord que c'est pas forcément l'insomnie. Donc c'est le rituel. Il faudrait éteindre les écrans un petit moment avant quand même. À vous de voir ce qui est raisonnable pour vous. Parce que si je vous dis 1 heure avant et que vous, c'est juste pas possible, parce que pendant 1 heure, vous allez tourner en rond et vous stresser, n'éteignez pas les écrans 1 heure avant. Mais d'éteindre l'écran, si vous n'avez pas de problème d'envie de faire pipi toute la nuit, prenez-vous une tisane qui aide à dormir. Et si vous vous levez dans la nuit, ne la prenez pas, parce que ça coupe le sommeil. Mais c'est avoir une chambre qui est agréable aussi. Parce que ça aussi, on a vu que les chambres qui étaient surchargées de plein de choses, ça ne donne pas du tout envie d'aller dormir. L'idéal, c'est de ne pas avoir la télé dans la chambre. C'est aussi des petits détails. D'avoir une bonne literie. Parce que ça aussi, c'est pas négligeable. Des fois, quand on dort mal dans son lit, on se dit, je comprends pas, je dors mal, mais c'est juste qu'on a un lit tout pourri. Donc de changer de lit, de changer celui qui dort à côté de vous, celle. Ça aussi, ça ne veut pas dire complètement le virer de la maison, mais il y a des changements plus durs, je le reconnais. Mais ça aussi, des fois, je vous assure, quand on voit pourquoi les gens dorment mal, c'est juste qu'ils ne dorment pas à côté de la bonne personne. Mais ça tient à pas grand-chose. Mais vous savez, quelqu'un qui ronfle à côté de vous, on peut avoir des envies de meurtre toute la nuit. Donc avant d'en arriver là, changer la personne de chambre. Si même en changeant de chambre c'est toujours compliqué, changer d'appartement. Pousser les limites. Mais c'est... Quand on dort avec des animaux, les chats sur le lit. Il y en a combien? J'ai eu peur. Alors comment dire, c'est une autre pathologie, le couple animalier. Après, alors je ne suis pas experte, personnellement je ne suis pas fan des animaux en général, donc ni m'apaise ni rien. Mais si tu n'as pas de problème de sommeil, ne change rien. On dit que les ronronnements du chat sont apaisants. Il semblerait, d'après plein d'études, alors que des fois, je ne sais plus qui disait ça, on supporte d'un chat ce qu'on ne supporterait même pas de son mari ou de sa femme. C'est très indépendant, ça vient juste manger, ça saute. Non mais sérieusement, quand je vous dis la personne qui dort à côté de vous, je vous dis, les ronflements, quelqu'un qui bouge beaucoup, quelqu'un qui a toujours chaud. Voilà, mais même pour les hommes qui dorment avec une femme qui est en ménopause ou pré-ménopause, ça peut être un cauchemar. Parce qu'elle va ouvrir la fenêtre, elle va la fermer, elle va mettre sa couverture, elle va l'enlever, elle va se plaindre. J'ai chaud, mais t'as pas chaud, et je remets. Et au bout du compte, là, on n'a pas dormi. Donc, tout le temps de la ménopause, vous pouvez avoir des moments de répit. Non mais c'est pas rien, je vous assure que c'est vrai. Déjà les femmes elles dorment mal. Alors ça, pour les bouffées de chaleur haute, on n'a pas trouvé beaucoup de solutions, à part ouvrir, enlever, remettre, etc. Donc voilà, pensez à tous ces petits détails. Et les rituels, voilà, donc là il y avait Valéria Passiflore, je vous ai mis des idées de ce qui marchait. Lire un peu, mettre sa crème de soin. En fait ces rituels, quand je vous dis lire ou mettre sa crème de soin, écouter une musique relaxante, trouvez vous ce qui vous convient, parce que le cerveau, en fait, chimiquement, encore, c'est pour ça que c'est important, quand vous commencez à faire vos rituels, eh ben, il commence à se préparer à ce qu'il va avoir derrière. On le fait énormément à l'école avec les enfants, c'est des rituels, c'est pas pour rien qu'on le fait, quand on les prépare à se mettre au travail, prépare à faire ci, c'est tout le temps répétitif, mais c'est pour enlever de la charge mentale, c'est-à-dire que le cerveau, il se met dans une routine. Donc vos mauvaises habitudes, vous pouvez les casser aussi comme ça. C'est-à-dire que si dans votre tête c'est je rentre, ça va être l'heure du coucher, je me mets en pyjama, je vais me laver les dents, je vais me démaquiller, je vais faire ci, votre cerveau il est en train de dire j'approche des étapes du sommeil. Et c'est tout de suite plus facile d'aller se mettre au lit. Est-ce que vous avez tous des routines de sommeil saines? Tous? Non. Le lait c'est très gras, et mon mari, un lait chaud le soir, on fait dormir. Alors le lait ce n'est pas très
de gras du tout, c'est seulement 3,5% de matière grasse pour 100 grammes, donc c'est pas très gras. Il y a du lait écrémé où c'est 0 gras. Je suis très produit laitier, hein. Je suis désolée pour ceux qui ne sont pas produits laitiers. Pas lait, forcément, parce que le lait, en effet, on peut l'enlever, mais je suis très produit laitier, parce que jusqu'à aujourd'hui, voilà, il y a tellement de choses dedans dont on a besoin que... voilà, mais non, les choses, si tu veux enlever le gras, tu prends un lait écrémé. Alors je ne sais pas pourquoi, mais très souvent on dit que c'est apaisant, mais il y a, je crois, plus de 200 composants différents dans les produits laitiers et qui tous ensemble sont assez magiques pour le corps. Donc il y a du sucre dedans aussi qui doit faire du bien. Puis il y a aussi le côté réconfortant dans l'aliment réconfortant. Relation, ouais, je ne sais pas si ça aiderait toujours à dormir des fois. Alors quand vous en êtes à boire un lait chaud biberon adulte, venez me consulter, on en parlera. De la mémoire. Oui. Il y a des problématiques qui se règlent en individuel. Oui, non, mais il y a de tout. Mais il y a l'aliment doudou en fait, c'est vrai. C'est parce que j'ai pensé à ça, parce que ça m'a fait ça dans la semaine, un truc que j'avais jamais fait, mais des fois à parler avec les patients, je pense que mon cerveau il se met en neurone miroir et je me retrouve à faire des trucs que je n'ai jamais fait. Là par exemple, j'avais une patiente qui, elle, le soir quand tout le monde était couché, elle avait pris ses kilos à cause de bols de céréales. Ouais, et elles s'en mangeaient un paquet quand même. Hein. Mais en fait, le soir, quand elle avait couché les enfants, le mari, mais vraiment tout le monde. Franchement, c'était ça. Ils sont tous au lit, genre je sais qu'ils sont bien. Et là, elle se mettait avec le paquet de céréales et le lait. Et c'était réconfortant pour elle, en fait, le souvenir d'avant. Et c'était ça et rien d'autre. Et dans la semaine, je me suis retrouvée à avoir une envie de lait aux céréales. Je ne mange jamais de céréales, quasiment. Et je me suis dit, ça, consulte-toi toi-même. Il y a quelque chose à faire. Mais en effet, c'était un truc réconfortant doudou. J'étais juste épuisée et tout. Et ben, n'empêche que ça m'a fait du bien. Et des fois, ça devait tout le lait chaud. Vous savez, c'est la Madeleine de Proust, hein, l'odeur, le souvenir. Ou carrément le contraire, quand il y a un aliment qui nous a dégoûté. Et ben, des fois, à tort, on y associe un mauvais souvenir. Donc, trouvez aussi ce qui vous fait du bien. Quand c'est des choses comme un verre de lait chaud, ça va. Quand c'est le brownie, voilà, j'ai une autre patiente, elle s'est plutôt brownies tous les soirs, à 10h30, parce que ça la rassure, parce qu'elle a peur de ne pas dormir, mais du coup elle ne dort pas parce qu'elle mangeait ça. Mais voilà, trouvez si possible des trucs doudous, mais qui ne soient pas trop mauvais pour le reste. Et donc c'est pareil, la ritualité sur les heures de lever, il paraît que donc dans tout ce qui est étude du sommeil, si le week-end, on décale tout, on se lève tard, etc., c'est pas très bon non plus. C'est-à-dire qu'à nos âges, c'est quand même mieux d'avoir la même routine 7 jours sur 7. À quelque chose près, hein. C'est vraiment l'idéal. Hein. Mais c'est quand même mieux de garder à peu près les mêmes heures de sommeil. C'est-à-dire que si le week-end, et on le dit tous, à chaque année supplémentaire qu'on prend, on dit maintenant, c'est plus un jour qu'il faut pour m'en remettre, c'est 2 jours, c'est 3 jours, puis on arrive, c'est presque un mois qu'il faut pour se remettre d'une règle. Donc, je me couche l'esprit tranquille, c'est pareil, si vous vous couchez avec plein de tortures mentales, n'espérez pas passer une nuit sereine. C'est facile à dire, certes. Parlez à votre corps et à votre cerveau, ça marche vraiment, de lui dire « T'inquiète pas, tu peux dormir cette nuit, demain, là tu vois, là tous les problèmes, je les écris sur un papier, je les mets sur mon bureau, demain on règle ça, mais cette nuit ça sert à rien, je ne peux pas régler ça tout seul. » Je l'ai testé avec des patients, je vous assure que ça marche. Vous mettez à distance le problème. Ne sous-estimez pas le pouvoir de votre corps et de votre cerveau. De lui parler, parce que quand vous dormez, c'est non, je ne sais pas quelle heure je vais faire ça demain et machin, puis je vais revoir un tel et j'ai pas fait. Marquez ou dites-lui à votre cerveau, stop, t'arrêtes, là c'est l'heure du dodo, t'inquiète pas, demain tu vas le faire. Mais si vous vous couchez l'esprit avec plein de problèmes à résoudre, ne croyez pas que la nuit va être sereine. Ou alors, vous êtes un homme. J'ai pas compris, hein. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Vous avez des questions? Non, je n'ai aucun trauma avec les hommes. Donc ma chambre est rangée et accueillante. La température aussi. Hein. Alors, quand on a le choix, bien sûr, en moment de canicule, vous voyez bien qu'on dort mal. Parce qu'en fait, votre corps doit descendre en dessous d'une certaine température pour bien dormir. Donc s'il fait trop chaud chez vous,
ben, vous ne dormirez pas bien. Donc autour de 18. Literie confortable, pas de bruit qui me dérange, ça aussi. Hein, selon là où on habite, on peut avoir du bruit, etc. S'il faut, mettez des bouquillesses. C'est des petites choses qui peuvent régler votre sommeil. Et arrêtez de boire du café ou du thé 6 heures avant. Alors on arrive sur la fin, la motivation dans tout ça. Trop souvent, mais vraiment trop souvent, j'entends « mais je comprends pas, j'ai de la motivation, j'y arrive pas, mais je vois rien, mais pourtant j'ai envie ». Arrive un moment, c'est plus une question de motivation. Si vous avez un tout petit changement à faire dans votre vie, oui, c'est une question de motivation. Si vous avez juste 2 kilos à perdre, si vous devez juste vous coucher une demi-heure plus tôt, la motivation suffit. Mais quand vous avez tout déréglé dans un domaine depuis des années, la motivation, elle est bien pour commencer le changement, mais elle ne sert pas pour réussir le changement. Parce que vous devez lutter contre la chimie, contre votre environnement et contre tout. Je pars d'où je suis, je me respecte et je m'accepte. Parce que si vous commencez avec des objectifs impossibles à réaliser, vous allez tout louper. Et qu'est-ce qui se passe quand on loupe tout? On se sent nul, on se dévalorise, on dit qu'on n'y arrive pas. Et alors là, c'est parti. Hein. Plus on se dit ça, et moins on y arrive de toute façon. Donc respectez-vous et dites-vous, aujourd'hui, où est-ce que j'en suis? Je veux juste faire un pas et un autre pas. Qu'est-ce que je suis prêt à changer, à diminuer, à augmenter? Ça, c'est vraiment pas une question pour rien. C'est-à-dire que quand, moi je vois, il y a des gens qui viennent et qui me disent « mais là, je veux changer, je veux perdre du poids, je veux mieux manger ». Ok, alors, l'assiette idéale, ah non mais moi j'aime pas les légumes. Ah non mais il faut pas me parler de légumes, j'en mange pas. Bah là, je leur dis, je peux rien faire. Honnêtement, je peux rien faire. À un moment, il y a forcément un légume qu'on aime. Ou qu'est-ce que je suis prêt à changer? Ben, si on refuse de se mettre à l'activité physique, le bien-être ne marchera jamais. C'est essentiel, c'est vital. Il y a des choses, vous ne pouvez pas y échapper. Qu'est-ce que je suis prêt à diminuer? Dire, là, je pense que je peux manger moins de sucreries. Mais ça, il n'y a que vous qui pouvez le voir. Mais quand vous voulez entamer un changement, posez-vous ces questions, listez-les. Si vous dites, ah non, mais moi, le goûter, il y a des gens, par exemple, qui me disent, moi, le goûter à 4 heures, je ne peux pas l'enlever. Si avec mes enfants, c'est le rituel, je ne peux pas l'enlever. Ok, donc on part avec ça. Comment on peut mettre un bon goûter? Donc ça ne sert à rien qu'on enlève le goûter. Alors qu'il y a des gens, ils vont dire, moi, je peux m'en passer. Et là, on l'enlève. Donc à vous de savoir qu'est-ce que vous êtes prêt à changer, à diminuer, à accepter pour que ce ne soit pas violent pour vous. Si c'est violent, il y a de la compulsion alimentaire derrière, il y a de la fatigue, il y a de l'irritabilité et il y a du divorce au bout. Donc soyez respectueux envers vous-même et envers ceux qui vous entourent. Quelles sont mes forces pour chacune des choses à changer? Mes forces, mes ressources, mes freins. C'est-à-dire que vous voulez changer votre alimentation et mieux manger, vos freins, ça peut être « mais moi, je suis trop bec sucré ». Voilà, il y a des gens, c'est ça, ils mourraient pour un morceau de sucre. Alors qu'il y en a d'autres, ça va être plutôt une ressource de dire « ah mais moi, on peut m'enlever le sucre, ça ne me fait rien du tout, ça ne manque pas ». Et bien ça, c'est propre à chacun. À vous de voir qu'est-ce qui va être un frein pour vous, de dire « ah oui, si je dois changer, alors je préfère te dire tout de suite, moi, quand je vais enlever le sucre, ça va être vraiment compliqué. » Ok, donc on va le faire de cette façon. Donc quelqu'un qui va me dire « ah moi, le repas du soir, c'est le seul moment où je mange et je mange beaucoup parce que j'ai pas le temps de manger à midi », ça peut être un frein pour quelque chose, mais on s'appuie dessus. C'est-à-dire, vous devez repérer où sont vos freins et vos ressources. On est tous différents. Et ça peut changer quand vous êtes au travail ou quand vous êtes en vacances. Sur qui puis-je compter pour réussir mon projet de bien-être? Ça aussi. Est-ce que quand je décide de changer, je compte sur mes amis? Est-ce que je compte sur ma famille? Ou est-ce que je ne compte pas sur ma famille? Vous voyez, ce matin, j'étais avec une patiente qui me dit quand elle faisait attention à son poids, quand elle allait manger chez sa mère, c'était raclette partie, automatiquement. Donc là, il y avait du relationnel avec la mère, mais pour vous, c'est important de dire, je ne peux pas compter sur un tel de ma famille, ou je sais que quand je vais aller là-bas, ils vont faire attention. Ça vous évite de vous mettre en difficulté. Donc repérez quelles personnes peuvent vous aider. Et si on n'a vraiment pas, il y a des professionnels. Mais en tout cas, aidez-vous de ces personnes. Quels outils je mets en place pour visualiser mes objectifs, mes projets, mes réussites? C'est super, super important. Quand on entame un changement, on a besoin de voir ses progrès. C'est vraiment comme avec les enfants, hein, c'est juste les grands enfants.
Mais si vous ne savez pas si vous avez progressé, si vous ne savez pas où vous avez progressé, qu'est-ce qui va se passer? On recommence. On est démobilisé parce que, par exemple, si votre seul objectif c'est de faire moins 15 kg sur la balance, et je vous dis, c'est vraiment des choses aussi que j'ai observées où les gens disent « Oui, mais j'ai perdu que 7 kg, j'ai tout loupé, tout échoué. » Il y en a qui disent « Je voulais perdre 15, j'en ai perdu 7, ça fait 4 mois que je suis dessus, là, j'ai rien réussi. » Puis là, on dit « Attends, on va recommencer. Hein. Qu'est-ce qui se passait avec les compulsions alimentaires? Ah ben, je me mangeais un peu de Nutella par semaine. Là, ça fait 4 mois, tu l'as fait combien de fois? Ah ben, 0. C'est quand même une sacrée réussite. Il n'y a pas les moins 15 kilos, mais la personne, elle a réglé ce problème. Donc vous, et c'est pareil, marqué dans un cahier de réussite, je ne pensais pas que c'était si dur, mais il y a très peu d'adultes qui y arrivent. De repérer, aujourd'hui par exemple, si vous devez penser dans votre tête à une ou deux réussites que vous avez faites dans votre journée. Ah oui. C'était une journée comme les autres, ou c'était pire? Des réussites, il y en a bien. Alors venir ici, ça peut être une réussite si on a du mal à aborder le changement, à sortir chez soi le soir parce qu'on est plutôt casanier. C'est plein de raisons, mais de se dire bah, j'y suis allé, ou si on n'aime pas quand il y a trop de monde, plein de raisons, ça peut être une réussite. Il n'y en a pas eu d'autres? Est-ce que vous avez réussi à résister au goûter apporté par les collègues, par exemple? Ou si vous avez réussi à finir un peu plus tôt votre travail, si vous avez réussi à le faire correctement, ou à réussi à ne pas tuer votre enfant quand il vous avait je ne sais pas quoi. Non, vous n'avez pas réussi tout ça aujourd'hui? Un petit peu, non? Vous voyez comme c'est dur de trouver ces réussites. Alors qu'il y en a forcément. Une réussite, c'est juste quand on a réussi à faire quelque chose qu'on ne savait pas faire avant. Mais rien que déjà, je vous dis, de ne pas s'énerver contre... vous mettez qui vous voulez derrière. Parce que quand l'autre fait ça, ça vous agace et que là, vous avez réussi à gérer, c'est déjà une réussite. Mais de voir vos réussites dans un changement, donc ça, c'est des fleurs de progression, où je marque mon objectif au milieu et je marque autour tout ce que je dois faire pour y arriver. Et comme ça, je peux voir ce que j'arrive à faire, ou les escaliers de progression, où c'est quelque chose qui est dur, je commence à marquer... alors là, je vous le fais en abrégé, parce que je le fais vraiment ça dans les programmes ou en séance, parce que c'est tellement propre à chacun. Mais par exemple, ça peut être... Il y a des gens qui disent bah, « moi j'aimerais bien manger parce que je mange mal ». Sauf que si on part avec cet objectif, à quel moment on sait si on mange bien ou pas? Si on dit « j'aimerais bien manger », par exemple, vous savez quoi, à quel moment on peut dire « c'est bon, j'ai réussi, je mange bien ». Le moment de solitude. Quand on se sent bien, oui, c'est vaste. Mais du coup, si on se sent mal parce qu'on a des collègues qui nous agacent, on croit qu'on a loupé son projet de manger, puisqu'on se sent mal à cause du collègue. Vous voyez, donc l'objectif, là, avec la fleur des objectifs, c'est si mon objectif, c'est de bien manger, ben dans un pétale, ça va être, selon mon problème, on va dire que le problème de la personne, c'est qu'elle grignote toute la journée. Donc ça va être, j'arrête de grignoter, je me fais mes 3 repas par jour, je respecte l'assiette idéale. C'est tous des objectifs différents. Et à la fin, un mois après, quand on fait le point, vous pouvez le faire. C'est-à-dire, si j'ai tel objectif, il faut que je passe par quoi pour réussir mon objectif? Et c'est valable pour tous les domaines de votre vie. Hein. Je veux bien dormir. Bah pour bien dormir, il faudrait que je me couche plus tôt. Il faudrait que j'ai une meilleure literie. Il faudrait que j'ai ça. Et ça vous évite de devoir tout changer d'un coup. Mon objectif, c'est d'arrêter de me jeter sur le pot de Nutella tous les soirs quand je rentre. Bah, pour faire ça, c'est qu'il faudrait déjà que quand je rentre, j'ai préparé autre chose. J'ai trouvé un autre régulateur émotionnel. J'achète plus de Nutella. Vous voyez, il y a plein de solutions. Mais selon l'objectif, en fait, il y a plein de façons de le résoudre. Mais il faut que ce soit visuel. Il faut absolument que vous voyez vos réussites pour rester motivé. Parce que vous allez avancer doucement dans un projet, quel que soit le projet, même professionnellement. C'est important, voilà, vous voulez changer de travail. Si vous dites, bah, ma réussite, c'est quand j'aurai changé de travail, c'est pas en un claquement de doigts que ça se fait. Ça se fait étape par étape. Donc, là, vous le faites en escalier. D'abord, je fais ça. D'abord, je me forme. D'abord, je commence à faire ça. Et on y arrive. Parce que si vous n'y allez pas par escalier et par étape, et bien, tant que vous n'avez pas changé de travail, vous vous sentez en échec. Et quand vous vous sentez en échec, bah, vous ne faites rien de bien. Alors que quand vous vous sentez en réussite,
Il y a cette puissance qui vous fait encore avancer. Même si quelqu'un vous dit, bah non, t'as pas encore fait ça. Ouais, mais j'ai fait tout ça derrière. Et l'action est un moteur essentiel pour la confiance en soi. Il n'y a pas de confiance en soi sans action. C'est impossible. Donc si vous êtes dans l'action, vous commencez à travailler la confiance en vous. Donc on arrive au bout. Donc quel sens je mets à ma démarche? Ça c'est essentiel de savoir pourquoi on fait les choses. On ne peut pas faire les choses par mode. Suis-je prête à me saisir de l'empowerment? J'y arriverai pas. De la responsabilité, en français, c'est la responsabilité active, hein, en gros. C'est-à-dire être responsable de ce qui m'arrive et de passer à l'action. Être responsable de ce qui m'arrive, ça ne veut pas dire être coupable de ce qui m'arrive. Quand on est responsable, c'est qu'on a la possibilité de changer les choses. Quand on se dit, je suis responsable, quand mon collègue me parle mal, quand ma chef me maltraite, je suis responsable à 50%, c'est-à-dire je peux refuser que l'autre me fasse ça. Quand je craque tous les soirs sur le paquet de gâteaux, je suis responsable, donc je peux agir, je peux ne plus rentrer directement après le boulot, je peux faire autre chose, etc. Vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. Et voilà. Est-ce qu'il y a des questions ou autres ou Parce que moi j'avais fait le métabolisme de base à un moment, sur la valeur que j'avais sur l'écran. Le métabolisme de base, c'est qui calcule le besoin en calories. C'est quoi la différence? J'ai quand même 700 calories de différence. Alors, voilà, donc la question, c'est, elle a fait sur Internet pour calculer son métabolisme de base, et il y a aussi le besoin en calorique, et qu'il y avait 700 calories d'écart. Votre métabolisme de base, c'est le nombre de calories dont vous avez besoin pour vivre, pour survivre. Il ne faut pas en manger moins. Voilà. Il ne faut pas manger moins. C'est-à-dire, c'est votre corps, ça doit être, alors je dis vraiment grosso modo, autour de 1200 calories, on va dire. C'est une bonne moyenne. Pour faire marcher votre corps, pour digérer, pour dormir, sans rien faire du tout, il y a un minimum de calories pour vivre. Ça, c'est votre métabolisme de base. Donc, si vous êtes au double, vous voyez bien qu'il faut une raison pour être au double. Et si vous êtes en dessous, ce qui est le cas dans plein de régimes restrictifs, je vous assure qu'il y en a qui sont en dessous de leur métabolisme de base. Et ça, c'est essentiel, parce que quand vous êtes en dessous de votre métabolisme de base, ça veut dire que votre corps est tellement bien fait qu'il va mettre au repos certaines parties de votre corps pour économiser. Le cœur, il va le laisser, mais il va mettre plein d'autres organes au repos, sauf que ce n'est pas du repos, c'est éteint. Donc on ne descend pas en dessous de son métabolisme de base, parce que forcément, et en plus le corps est tellement bien fait, ça aussi c'est chimique et c'est prouvé, moins vous mangez, c'est pour ça que c'est vraiment très compliqué, parce que en fait, il faut être le plus proche de sa nature, parce que moins vous mangez, plus votre métabolisme de base descend. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va dire, je suis à 1000 calories juste pour rester en vie. Si demain, je vais manger pour 900 calories, je dois redescendre, mais mon corps est tellement bien fait qu'il va se mettre en mode diesel pour descendre lui aussi à 900 calories, pour la survie. Si je redescends, il va descendre aussi. C'est pour ça que quand on fait des gros régimes, le corps, il n'est pas bête, il se dit, attends, l'autre, elle me nourrit plus assez, je descends mon métabolisme de base, et en fait, moins on mange, moins on brûle de calories, quelque part. Pour remonter son métabolisme de base, les 700 calories de différence, après c'est tout le reste. C'est quand on se lève, quand on bouge, quand on marche, quand on réfléchit. Les choses qui brûlent les calories, c'est quoi? Les gros brûleurs de calories. Alors l'activité physique, c'est pour ça c'est plus facile en gros. Alors le stress, c'est qui tout double. Soit ça brûle dans un sens, soit dans l'autre. Mais les émotions sont un gros brûleur de calories. Toutes les émotions. C'est pour ça que quand on a des pics émotionnels très élevés, qu'on ne les régule pas, on a envie d'aller manger derrière. En fait, votre corps, il est normal quand il vous réclame du sucre. Le cerveau marche au sucre, et le sucre, c'est l'énergie de votre corps. Si vous faites des « je m'énerve et après je m'énerve moins et je suis triste », etc., les émotions, ça bouffe autant de calories que l'activité physique. Sauf que c'est plus facile d'aller faire du sport que de se dire « je vais me faire des pics émotionnels toute la journée ». Ça n'a pas le même effet derrière. Mais n'empêche que c'est pour ça que ça donne envie. La dépense cognitive est un gros
brûleur de calories. Votre cerveau brûle 30% de calories. Donc servez-vous-en. Vraiment. C'était un appel à l'humanité. Utilisez votre cerveau, vous m'écrirez. Mais alors je ne sais pas si certains d'entre vous ont repris des études, par exemple, mais on fait que manger quand on prend des études. Déjà, ça fait mal à la tête, mais quand on n'est plus habitué, ou si vous êtes sur un projet professionnel, et c'est le sucre. Le cerveau, c'est le sucre, hein, son carburant. Donc il y a l'activité cognitive, l'activité physique, les émotions et l'activité sexuelle. Je suis désolée, mais c'est pas moi qui le dis, c'est les 4 gros mangeurs de calories. Donc réfléchissez, bougez et recentrez. Et là, vous avez tout bon, vous allez brûler des tonnes de calories. Et en fait, c'est 700 calories d'écart. Ça, c'est quand on rentre ses besoins, on vous demande le poids, la taille, quelle activité vous avez. C'est-à-dire que l'activité intellectuelle compte. Si on est dans un job où il faut tout le temps qu'on réfléchisse, qu'on gère, etc., on a besoin de plus de calories que si on appuie sur un bouton toute la journée, par exemple. Et si on bouge, on est dans un job où on doit monter les escaliers et descendre, on a besoin de plus de calories que si on est assis. Donc il y a le métabolisme de base, celui pour survivre, et après il y a celui en fonction de votre mode de vie. Donc si ça change, parce que voilà, quand il y a le confinement, par exemple, les gens qui étaient habitués à beaucoup bouger, qui avaient un rythme alimentaire particulier, du jour au lendemain ils n'ont plus bougé, mais ils ont mangé la même chose. Et ils ont pris du poids en disant mais je ne comprends pas, j'ai mangé la même chose, mais parce que le métabolisme n'était plus du tout le même, les besoins caloriques n'étaient plus les mêmes. D'autres... ça vous a quand même apporté des billes, des pistes, Alors c'est juste une petite partie, ça fait charger, mais en fait c'est un tel programme, je vous dis, quand je fais les programmes d'alimentation émotionnelle, parce que du coup on ne travaille que là-dessus, on voit bien que quand on touche à l'alimentation ou au bien-être, vous vivez dans un système, vous ne vivez pas seul, et ça touche plein d'autres choses, et le changement se réfléchit, il faut être vraiment patient avec vous, tolérant, et vous dire que ce n'est pas que la volonté, j'insiste là-dessus, c'est qu'il y a plein de mécanismes qui peuvent bloquer. Donc voilà. Alors, le livre est en cours, je dois le finir. En fait, il y en a 3 qui sont en cours, parce que mon cerveau, il part toujours un peu dans tous les sens. Donc je pense qu'ils sortiront les 3 en même temps. Voilà. Moi, la nutrition, c'est vraiment une passion. Et comme j'étais aussi maîtresse, c'est vrai que ça ressort le côté pédagogique, facile à voir où on en est, qu'est-ce qu'on fait. Et du coup, c'est des bouquins que j'écris sur cette méthode. On retrouve beaucoup de ces choses, mais de ce que vous avez aussi dans le livret. Mais c'est expliqué pour qu'il y ait des outils pratiques où voilà, on n'a pas envie de perdre de temps. Et je le vois dans les ateliers que je fais d'alimentation émotionnelle. Les gens, ils n'ont plus le temps de se lancer dans la compréhension, pas trop en tout cas. Donc voilà, c'est pour avoir des outils pratiques. J'espère qu'ils seront sortis avant la fin de l'année, si je veux pas un bon coup de pied aux fesses, ce qui devrait avoir lieu.